l'enregistrement. Voilà. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire pop-up présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, qui va aborder aujourd'hui la thématique de la santé mentale positive. Donc, depuis les 2 dernières années, de nombreuses études se sont penchées sur les conséquences de la pandémie sur la détresse et les troubles mentaux de la population. Cependant, il ressort que ces recherches tentent à concevoir la santé mentale comme l'absence de maladie mentale. Or, nous allons voir aujourd'hui que la santé mentale n'est simplement cette absence de maladie mentale, mais qu'elle réfère davantage au bien-être. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités qui vont nous présenter les résultats de leurs recherches visant à mieux comprendre le bien-être de la population adulte québécoise durant la pandémie et développer des stratégies pour améliorer la santé mentale de la population. Alors, notre première invitée est Georgia Vrakas, chercheuse principale du projet. Georgia est professeure au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle détient un PhD en psychologie communautaire de l'Université de Québec à Montréal. Elle a également complété un post-doctorat en santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. Psychologue clinicienne et membre de l'Ordre des psychologues du Québec et de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, elle est également chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie aux crises, et du groupe de recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives. Donc, bonjour Georgia. Notre deuxième invitée est Isabelle Doré. Isabelle Doré est professeure à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'activité physique comme stratégie pour promouvoir la santé mentale et réduire le risque de troubles anxieux et dépressifs, et visent à comprendre les mécanismes susceptibles d'expliquer les bienfaits de l'activité physique sur ces indicateurs de santé mentale. Ces recherches s'intéressent principalement aux adolescents et jeunes adultes de la population générale, les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer, et les populations greffées et immunosupprimées. Donc, bonjour et bienvenue Isabelle. Enfin, notre troisième invitée aujourd'hui est Karine Bérubé. Karine est finissante à la maîtrise en psychoéducation en profil mémoire et stage à l'Université de Québec à Trois-Rivières, campus du Québec. Son sujet de mémoire est les stratégies d'adaptation associées à la santé mentale positive en contexte de pandémie. Elle travaille en relation d'aide depuis plus de 10 ans auprès de clientèles souffrant de troubles de santé mentale et dirige depuis 3 ans une ressource communautaire de réadaptation psychosociale en santé mentale dans le secteur de Val-Bélair à Québec. Bienvenue et merci Karine. Alors, concernant le déroulement de la présentation, nous allons dans un premier temps donner la parole à nos invités qui vont pouvoir nous définir le concept théorique de la santé mentale positive, expliquer également les démarches et les résultats de la recherche et enfin nous présenter les résultats et les stratégies d'adaptation qui sont ressorties lors de cette étude. Dans un deuxième temps, nous aurons un moment d'échange et de questions où vous pourrez justement, vous serez invité à poser directement vos questions à nos invités ou si vous le souhaitez, vous pouvez poser les questions dans le clavardage et ce sera, et je me ferai moi le porte-parole de vos questions. Les présentations vont être accompagnées d'un PowerPoint, d'un support visuel qui vous seront également envoyés suite à la présentation d'aujourd'hui par courriel directement. Enfin, le chat, clavardage, n'hésitez pas à l'utiliser pendant les présentations
pour partager sur vos ressources ou sur vos expériences. C'est un bel outil pour réseauter, mais aussi pour faire connaître ce que vous faites, vos projets, ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et pendant les présentations également, et pas uniquement pour poser des questions. Donc, voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de commencer. Je vais commencer avec Isabelle. Donc, Isabelle, s'il te plaît, pourrais-tu nous dire ce qu'est la santé mentale positive, comment on la définit et également comment on la mesure? Avec plaisir, puis merci Émilie tout d'abord pour l'introduction. Puis si je peux me permettre, je veux juste dire que c'est vraiment un privilège pour moi aujourd'hui de présenter, notamment aux côtés de Georgia. Puis pour la petite histoire, parce que des fois c'est bien de connaître les liens entre les gens, Georgia faisait son postdoc à l'INSPQ alors que moi je travaillais, j'étais tout fraîchement sortie de la maîtrise. Ça fait au-dessus de 15 ans de ça. Et Georgia fait probablement partie des gens qui m'ont beaucoup inspirée à poursuivre des études supérieures qui font maintenant que je suis professeure et que je suis une collègue de Georgia. Donc, voilà, c'était juste pour le partager. Donc, c'est partager à l'instant ma présentation. Vous voyez tous bien? C'est bon? Super. Donc, je m'excuse un petit peu à l'avance, je suis en fin de symptômes de COVID familial et généralisé, donc je vais probablement tousser un tout petit peu. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de définir la santé mentale. Je pense que vous avez tous un intérêt pour la santé mentale, donc vous avez tous une très bonne idée de ce qu'est la santé mentale, mais je pense que souvent de revenir aux concepts théoriques même qui définissent, qui nous permettent de bien identifier les différentes composantes de la santé mentale. Ça nous aide à bien comprendre de quoi il s'agit. Ça nous aide aussi à bien comprendre pourquoi c'est un concept qui est souvent très malmené, tant dans la littérature que dans le discours des individus. On confond souvent santé mentale, maladie mentale, troubles mentaux. On utilise ça un petit peu tout à la même sauce. Et aussi, on va parler du concept de mesure de la santé mentale parce qu'à partir du moment où on est capable de mesurer quelque chose, ça ouvre la porte non seulement à la recherche scientifique, mais aussi à la possibilité de pouvoir mesurer ou évaluer dans une population un état de santé mentale de manière différente de ce qu'on faisait traditionnellement avec les troubles mentaux. Et ça ouvre aussi la porte à toutes les stratégies de promotion de la bonne santé mentale. Donc, vous n'êtes probablement pas étranger à ce fameux petit graphique qui présente les deux continuums ou les deux manières de représenter la santé mentale. Donc, j'aimerais donc vous situer un petit peu la première partie de la présentation. On va vraiment essayer de situer le concept de la santé mentale dans sa perspective historique, puis aux définitions qui nous ont amenés aujourd'hui à définir la santé mentale dans son sens positif. Donc, traditionnellement, on définissait la santé mentale selon un continuum unique. Ce que cette définition suppose, c'est une personne qui est exempte de troubles mentaux, qui n'a pas de troubles mentaux, est nécessairement en bonne santé mentale, et qu'à l'opposé, une personne qui a des troubles mentaux ne pourrait pas jouir d'un niveau élevé de santé mentale. Plus récemment, il y a une perspective beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale de la santé mentale qui a émergé et qui a évolué et qui nous a amené à définir la santé mentale selon le modèle des deux continuums. Selon le modèle des deux continuums, la santé mentale serait composée à la fois des symptômes de troubles mentaux, donc on peut avoir des symptômes, pas de symptômes ou un gradient de symptômes, ce n'est pas tout ou rien, mais la même chose au niveau de la santé mentale, on peut avoir une santé mentale qui est davantage faible ou une santé mentale qui est davantage élevée. Le niveau de santé mentale global optimal serait défini à la fois par l'absence de symptômes de troubles mentaux et par un niveau de santé mentale élevé. Pour illustrer tout ça, ce que j'ai pensé, c'est vous représenter le même graphique, puis discuter un petit peu de cas un peu typiques rapidement de gens qui pourraient se définir en fonction de différents niveaux de symptômes de troubles mentaux et de niveaux de santé mentale pour qu'on puisse arriver un petit peu à placer ces individus-là dans les différents cadrans qu'on retrouve. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le niveau optimal de santé mentale serait défini à la fois par un niveau de santé mentale élevé, puis l'absence de symptômes de troubles mentaux. Le niveau minimal, inférieur, le moins favorable, je vous dirais, serait défini par quelqu'un qui présenterait un niveau de santé mentale faible et la présence de symptômes de troubles mentaux. Si vous allez voir, on va arriver un petit peu plus tard à vraiment la définition de ce qu'est la santé mentale. Donc ici, je vous présente Julie. Donc c'est un exemple 1. Julie est une architecte, elle est mère de 2 enfants, elle a 34 ans. Elle a fait une dépression postpartum à l'âge de 30 ans. Elle est aussi atteinte d'un trouble panique. Elle prend des anxiolytiques depuis un certain nombre d'années et elle est suivie par son médecin.
Elle ressent des émotions positives, puis elle se considère comme étant satisfaite de sa vie. Elle fait régulièrement du yoga, ce qui l'aide énormément. Son conjoint, ses parents, ses amis sont très présents et très soutenants. À votre avis, est-ce qu'une personne comme Julie est en bonne santé mentale? Donc, si vous regardez ici le cadran, si on se pose la question, est-ce que Julie est en bonne santé mentale? On pourrait situer Julie ici dans les 4 cadrans. Donc, Julie présente des symptômes de troubles mentaux qui sont très bien contrôlés, qui sont très bien pris en charge et elle jouit d'un niveau de santé mentale élevé. Si on regarde par la suite Marc, donc Marc est un homme de 52 ans qui est présentement au chômage. C'est un ex-monteur de ligne chez Hydro-Québec et depuis un grave accident de travail l'an dernier, il ne peut plus travailler. Il se sent triste, déprimé, seul et isolé, et ça depuis plusieurs mois. Il refuse de consulter un médecin ou un psychologue. Il est célibataire, sans enfant, ses parents sont âgés et habitent en Ontario. Il les voit peu souvent. Il a de bons amis, un bon entourage, mais depuis son accident, il décline toutes les invitations et sort peu de chez lui. Est-ce que cette personne est en bonne santé mentale? Donc, si on essayait de le comparer à Julie, probablement qu'on situerait Marc ici. On soupçonne qu'il y a probablement la présence de symptômes de troubles mentaux qui sont pour le moment non diagnostiqués, soit par un médecin ou par un psychologue. Mais il y a des indications qui nous montrent également qu'en plus de ces symptômes-là, Marc a probablement un niveau de santé mentale qui est relativement faible, qui se traduit par différents sentiments de tristesse, peu d'entourage, peu de désir d'aller vers les gens. Notre troisième et dernière personne est Sarah. Sarah a 25 ans, c'est une étudiante à la maîtrise qui est actuellement en rédaction. Elle travaille en plus de sa maîtrise 25 heures par semaine, donc un horaire vraiment très chargé. Elle a des difficultés actuellement avec son directeur de recherche. Elle a de bons amis, donc un bon entourage, potentiellement soutenant, mais elle a peu de temps pour les voir actuellement. Elle se sent triste, un peu dépassée, complètement découragée parfois, mais elle a consulté un médecin, ils ont discuté ensemble, elle n'a pas de symptômes spécifiques de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Est-ce qu'elle est en bonne santé mentale? Donc, Sarah se situe probablement dans ce cadran. Donc, elle a un niveau de santé mentale actuellement qui est relativement faible, mais elle ne présente pas de symptômes de troubles mentaux. Ceci étant, elle ne jouit pas d'une santé mentale optimale qui permettrait, par exemple, d'entraîner tous les bénéfices qu'une bonne santé mentale ou une santé mentale élevée peut amener. L'idée ici, avant de rentrer dans les définitions, c'est de vous démontrer, est-ce que d'après vous, la santé mentale désigne l'absence de troubles mentaux? Donc, je pense que c'est un concept que vous connaissez bien, vous en avez déjà entendu parler, mais je pense que de le représenter ici à travers les différents cadrans et différents cas types, l'objectif est de vous dire que c'est faux, que la santé mentale ne désigne pas l'absence de troubles mentaux, mais beaucoup plus. Concrètement et peut-être plus spécifiquement, quelles sont les définitions qu'on possède actuellement et qui nous sont fournies par les grandes organisations internationales pour définir la santé mentale? Donc, la santé mentale se définit comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Ce que je voudrais attirer à votre attention ici, c'est que c'est la définition de la santé mentale. Ce n'est pas la définition spécifiquement de la santé mentale positive. Et pourquoi je veux vous en parler? C'est que normalement, la santé mentale devrait être comprise comme un concept positif au même titre que santé physique. Si je vous parle de santé physique, vous allez penser à est-ce que je bouge? Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que je n'ai pas de maladie? Est-ce que je me sens capable de vaquer à mes activités quotidiennes? Traditionnellement, quand on pense à santé mentale, vous ferez le test, vous pourrez taper sur Google santé mentale puis regarder dans images. 80% des images que vous allez voir sont des images négatives de troubles mentaux ou de personnes qui ne sont pas en bonne santé mentale. Donc, on a une conception qui est fondamentalement négative de la santé mentale et c'est pourquoi le concept de santé mentale positive a émergé. C'est presque tautologique parce que normalement, santé mentale devrait être quelque chose de positif, mais parce que traditionnellement, en pensant à santé mentale, on pense automatiquement à des définitions ou à des concepts négatifs. L'émergence du mot ou du terme santé mentale positive était tout à fait justifiée pour bien distinguer cet état positif. Ceci étant, la définition même que propose l'OMS et plusieurs organisations à travers le monde de la santé mentale, ce sont des définitions positives qui définissent un concept positif. Donc, la santé mentale, elle doit être comprise comme une ressource essentielle qu'il faut à la fois protéger, alimenter et soutenir. On sait aussi que la santé mentale influence directement le niveau personnel et social de fonctionnement des individus, ce qui justifie d'agir en amont des problèmes pour promouvoir la santé mentale. Quand je vous disais que tout l'intérêt d'avoir une définition, d'avoir une mesure de la santé mentale dans sa dimension positive, c'était beaucoup pour pouvoir
nous amener à agir en amont et savoir quoi promouvoir. On ne veut pas promouvoir quelque chose de négatif. Quand on promouvoit, on ne s'attaque pas à des facteurs de risque, on veut s'attaquer à une ressource. On veut s'assurer de donner des outils, de construire la valise la plus complète, la plus solide et la plus durable aux individus pour qu'ils puissent jouir de cette bonne santé mentale. Donc, ça revient qu'à dire que la promotion de la santé mentale vise à promouvoir, bien évidemment, un état positif de santé mentale. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner des définitions. Maintenant, qu'est-ce que ça inclut, ces définitions-là? Qu'est-ce que sont les composantes de la santé mentale? Donc, on distingue deux principales approches qui nous viennent des philosophes grecs pour définir les différentes composantes de la santé mentale. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qui semble dominer dans la littérature. Ceci étant, c'est un concept qui peut être défini de multiples manières. Donc, ce n'est pas la seule et unique façon de définir la santé mentale. Je vous dirais que c'est celle actuellement qui est la plus globalement acceptée et utilisée tant en recherche que dans les milieux cliniques avec les outils qu'on utilise. Donc, selon ce concept, la santé mentale, selon cette conception, la santé mentale serait définie par ces deux approches qui incluent trois formes de bien-être. Donc, le bien-être émotionnel, le bien-être psychologique et le bien-être social. Si on remonte un petit peu dans le temps pour voir qu'est-ce que sont les approches hédoniques et eudémoniques du bien-être. Donc, selon l'approche hédonique qui nous vient des philosophes grecs, dont le plus connu dans cette mouvance de développement de l'approche hédonique est Épicure, selon cette conceptualisation, le bien-être ferait référence au plaisir de l'existence et au bonheur. Donc, selon cette approche-là, le bien-être correspond en fait aux réactions affectives qui sont exprimées par l'humeur et par les émotions. Le philosophe et chercheur Diener a beaucoup travaillé dans la conceptualisation de cette dimension hédonique de la santé mentale. Ainsi, le bien-être émotionnel, donc cette première dimension, serait composé des affects, donc des émotions positives et négatives qu'on peut ressentir dans la vie, mais également de la satisfaction face à la vie. La satisfaction face à la vie, c'est vraiment une appréciation cognitive qu'un individu va faire de sa position, de la position dans laquelle il se trouve, en fonction des différentes caractéristiques de son contexte de vie. C'est une évaluation qui se base un petit peu sur la distance qu'on a entre ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait ressentir et là où on se trouve actuellement. Moins cette distance est grande, plus généralement, on va dire que les gens jouissent d'une grande satisfaction face à la vie. On a un objectif quelconque, on est relativement près de cet objectif, donc notre satisfaction face à la vie est fort probablement relativement élevée. Si on a des objectifs qui sont très éloignés de la position dans laquelle on se trouve, on va dire généralement que les gens ont une moins grande satisfaction face à la vie parce qu'il y a une très grande distance entre ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils espéraient ou ce qu'ils désirent atteindre ou être et là où ils se trouvent actuellement. La composante eudémonique du bien-être est également issue de la philosophie grecque, principalement de Socrate et Platon, que vous voyez ici représentés. Elle conçoit plutôt le bien-être comme un but ultime de la vie et renvoie à la capacité de l'individu à actualiser son potentiel. Ce que ça veut dire, c'est beaucoup de définir le bien-être comme notre capacité notamment à se fixer des objectifs tant au niveau personnel que social, à pouvoir mettre en branle les ressources pour pouvoir actualiser et pour pouvoir atteindre ces différentes formes de bien-être psychologique et social. Donc, inévitablement, selon cette conceptualisation, le bien-être serait beaucoup associé à notre niveau de fonctionnement dans la société puis en tant qu'individu. On appelle ces deux composantes-là le bien-être psychologique et le bien-être social. Quand on parle de bien-être psychologique, généralement, selon Riff et plusieurs autres auteurs qui ont travaillé, on identifie les composantes suivantes. Donc, acceptation de soi, relation positive avec les autres, croissance personnelle, but dans la vie, contrôle de son environnement et autonomie. Donc, ce sont vraiment différentes sphères qui composent le bien-être psychologique et le fonctionnement au niveau individuel d'une personne. Le bien-être social, pour sa part, fait référence au concept de cohérence sociale, d'actualisation sociale, d'intégration sociale, le sentiment de faire partie d'un groupe, d'une communauté, de quelque chose, que ce soit dans votre milieu de travail, que ce soit à l'école, par exemple, que ce soit au niveau de la communauté ou du quartier. L'acceptation sociale et la contribution sociale. Donc, il y a toute la conception d'avoir l'impression, par exemple, que l'environnement, le milieu ou la société dans laquelle on vit est empreinte de relations qui sont agréables, qui sont chaleureuses, qui sont potentiellement soutenantes, qu'on peut réussir à se réaliser
comme individu social dans ce milieu-là. L'influence du monde social sur soi, une influence positive, la croyance que le monde est quelque chose, le monde qui nous entoure est quelque chose de positif et de bon et qui peut nous amener à grandir et à croître. Et également la contribution sociale qui reconnaît le fait que comme individu, on a une valeur sociale, on a quelque chose à apporter, mais qu'on a aussi une responsabilité, des obligations sociales de contribuer à la vie de notre communauté. Et encore une fois, je le précise, la communauté, on fait tous partie de plusieurs communautés. Ça peut être pris au sens beaucoup plus proximal, parfois, qui peut être votre petit cercle au travail, mais aussi les gens avec qui vous habitez dans votre quartier, les gens que vous côtoyez, les gens de l'ensemble de votre institution, par exemple. Donc, bien que la distinction entre la santé mentale et les troubles mentaux proviennent des conceptions des philosophes grecs notamment, ait beaucoup gagné en importance au cours, je dirais, des années 80-90 en termes de conceptualisation, de définition, d'identification des composants dans la littérature. On considère que l'étude de Keyes, on l'appelle l'étude Mindus en fait, qui s'est déroulée sur une période de 10 ans, d'une décennie de 95 à 2005, est vraiment l'une des premières études qui a permis de démontrer de manière empirique que la santé mentale ou le niveau de santé mentale était distinct des troubles mentaux. Donc, Keyes n'est pas l'instigateur de tout ce qui pourrait s'appeler santé mentale ou santé mentale positive. Ceci étant, c'est quelqu'un qui a fait énormément, tant dans la conceptualisation, mais beaucoup dans l'opérationnalisation de la santé mentale, parce qu'il est l'un des premiers à développer une mesure qu'on appelle complète, qui intègre les 3 formes de bien-être dont on va parler, émotionnel, psychologique et social. Donc, ce que cette étude Mindus vient démontrer aux États-Unis, qui nous semble potentiellement relativement simple ou même simpliste, mais qui est assez révolutionnaire il y a 10-15 années quand on ne parlait pas encore beaucoup de santé mentale dans sa dimension positive, c'est qu'on démontre dans l'étude qu'il y a 75% des participants de l'étude Mindus qui n'ont pas de troubles mentaux. Donc, 75% sont exempts de symptômes de troubles mentaux. Par ailleurs, lorsqu'on mesure leur niveau de santé mentale, seulement 20% ont une santé mentale dite florissante, qui est le niveau le plus élevé de santé mentale positive. C'est donc dire que si 75%, la très grande majorité, n'ont pas de troubles mentaux, mais que seulement 20% ont un niveau de santé mentale positive élevé, ça veut donc dire que ce n'est pas le même concept, en fait. Bien entendu, ce sont des concepts qui sont reliés, mais ça vient nous démontrer que l'absence de troubles mentaux n'implique pas nécessairement la présence de santé mentale, que la présence de troubles mentaux n'implique pas l'absence de santé mentale, parce que dans l'étude, il y a des gens, très clairement, un petit peu comme la définition que je vous présentais de Julie au tout départ, donc présence de symptômes de troubles mentaux, mais un niveau élevé de santé mentale en raison des ressources et différents éléments qui composent ça. Ce que l'étude vient également démontrer, c'est que tout ce qui est associé à un niveau de santé mentale plus faible que florissant, donc florissant étant le niveau optimal, tout ce qui est plus faible que ça, qu'on ait ou pas des symptômes de troubles mentaux, est associé à un fonctionnement réduit et à différentes conséquences négatives dans le fonctionnement de la vie. Cet article-là et cette publication-là de Keyes va vraiment marquer un point tournant parce que ça vient montrer l'importance non seulement de documenter la santé mentale complète, à la fois en prenant en compte les échelles de symptômes de troubles mentaux, mais également des échelles de niveau de santé mentale. Et ça vient aussi de nous dire que si les gens qui n'ont pas de symptômes de troubles mentaux, mais qui n'ont pas une santé mentale optimale, ont aussi un fonctionnement réduit, c'est qu'on doit se préoccuper de ces individus-là aussi et qu'on doit agir en amont des troubles, avant qu'ils développent des troubles, pour optimiser leur santé mentale. Donc, ça ouvre vraiment toute la porte de manière concrète et empirique à tout le champ de la promotion de la bonne santé mentale. Donc, pour terminer, ces observations-là de cette étude, en fait, soutiennent, oui, la complémentarité des mesures de santé mentale et de maladie mentale pour obtenir une évaluation complète de l'état mental des individus, puis décrire ou encore prédire avec plus de précision le niveau de fonctionnement psychosocial d'un individu. Ce que l'étude va également permettre de démontrer, puis là, je veux vraiment enfoncer le clou sur l'importance de s'intéresser à la santé mentale positive dans une perspective de promotion de la bonne santé mentale, c'est qu'une bonne santé mentale est associée à un risque réduit de développer des troubles mentaux. Et ça, quand on parle à nos gouvernements, ça parle beaucoup parce que des troubles mentaux, c'est des consultations, c'est des coûts pour nos systèmes de santé, c'est un nombre insuffisant actuellement de psychologues, de médecins qui sont formés, qui sont habilités à prendre en charge ces troubles mentaux-là. Donc, si on vient dire à nos gouvernements qu'en faisant la promotion d'une bonne santé mentale, on prévient le développement de ces troubles, là, soudainement, ça sonne une petite cloche.
On sait aussi qu'une bonne santé mentale est associée à une diminution de la mortalité prématurée ou de la morbidité, donc les années de vie vécues en mauvaise santé. C'est associé à une réduction du nombre de maladies ou de conditions chroniques et une réduction de l'utilisation des services de santé. On sait aussi que ça a un impact très direct sur le nombre de journées de travail perdues chez les travailleurs, notamment, et la limitation associée aux activités de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une bonne santé mentale est vraiment associée à un fardeau social, je vous dirais, beaucoup moins important pour l'entourage, pour les milieux de travail, puis de manière plus macro pour les gouvernements et l'ensemble de nos systèmes de santé, mais aussi de nos systèmes sociaux. Ici, je vous présente, puis je m'excuse, la résolution, elle n'est pas optimale. Cette image-là de l'Association canadienne de la santé publique est excessivement difficile à trouver en français. Donc, ils ont une très belle image avec une très belle résolution en anglais, mais celle en français, elle est beaucoup plus difficile à trouver. Ce que j'aime beaucoup dans cette image-là, c'est que ça vous représente le continuum, les doubles continuums de santé mentale et de symptômes de troubles mentaux ou de maladies mentales que je vous présentais tout à l'heure. Mais ça situe les différentes composantes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas des sections ou des cadrans qui sont coupés au couteau. L'idée ici, c'est que vous voyez les couleurs, en fait, qui sont très progressives. Et je pense que c'est très important. On est beaucoup dans une conception, et c'est probablement correct pour les prises en charge cliniques, où on essaie de dichotomiser ou de bien identifier est-ce que tu as ou non des symptômes de troubles mentaux? Est-ce que tu as ou non une santé mentale florissante? Et c'est très utile tant pour la recherche que pour la clinique. Ceci étant, je pense que c'est important de comprendre que ce sont des continuums, ce sont des niveaux de symptomatologie de troubles mentaux, ce sont des niveaux de symptômes de santé mentale positive qui ont un gradient et on peut se situer à différents endroits sur ces continuums-là. Ici, c'est une autre figure que je trouvais très intéressante qui avait été reprise par School Mental Health Ontario. Il y a des versions françaises et des versions anglaises qui définissent, eux, la bonne santé mentale précaire, la symptomatologie anxieuse et dépressive et qui définissent en quelques mots ce qu'on retrouve dans ces différents cadrans. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous donner des outils, en fait, très visuels pour bien représenter ce dont il s'agit. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation plus théorique où je voulais vous parler de la mesure de la santé mentale dans sa dimension positive, puis de l'intérêt de la mesurer. Donc, je pense qu'on en a parlé un petit peu, que le seul examen des symptômes anxieux, dépressifs ou de d'autres troubles mentaux n'est pas suffisant pour donner un portrait global de la santé mentale. Donc, première chose, le diagnostic des troubles mentaux ou l'évaluation unique des symptômes de troubles mentaux, mais c'est insuffisant pour décrire l'état de santé mentale ou l'état mental complet d'un individu. Les mesures de santé mentale et les mesures de symptômes de troubles mentaux, elles sont complémentaires pour obtenir cette évaluation complète-là, mais aussi pour prédire avec plus de précision le fonctionnement psychosocial d'un individu. Autre chose fort intéressante, c'est que la santé mentale ou la santé mentale dans sa dimension positive, c'est un concept dynamique qui varie avec le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que contrairement à d'autres conceptualisations, notamment dans les champs de la salutogénèse, notamment où on parle beaucoup du sens de cohérence ou des choses comme ça, qui sont des concepts fort intéressants, mais qui sont relativement stables tout au long de la vie, la santé mentale positive se construit au cours de la vie, mais c'est quelque chose qui peut fluctuer. Si c'est quelque chose qui fluctue, si ça se détériore, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nécessairement positif qu'on souhaite, mais si ça fluctue, ça veut dire qu'on peut intervenir. Donc, à partir du moment où quelque chose n'est pas stable tout au long de la vie, ça signifie que des interventions de santé publique qui viseraient à promouvoir la bonne santé mentale, mais sont susceptibles d'être efficaces parce que c'est quelque chose qui n'est pas immuable, qui n'est pas fixé pour toujours dans notre vie, mais quelque chose qui se construit, qui se développe, qui peut fluctuer à travers le temps ou dans certaines périodes de la vie. Je ne le présente pas aujourd'hui, mais on sait traditionnellement que les jeunes en transition à l'âge adulte sont la population la plus à risque d'avoir des niveaux de santé mentale qui sont faibles. Donc, c'est vraiment un groupe peut-être plus vulnérable au niveau de la santé mentale où on gagne tout à fait à miser très spécifiquement sur l'optimisation de la santé mentale, la promotion d'une bonne santé mentale à l'intérieur de ce groupe-là afin de prévenir le développement ou la chronicité éventuellement des symptômes de troubles mentaux par la suite. Comment on mesure la santé mentale?
Donc, il existe, je ne vous ferai pas une recension de tout ce qui existe comme mesure de la santé mentale, mais je veux distinguer trois grands types de mesures. Puis si on parle de la mesure de la santé mentale, encore une fois, je vous le rappelle, c'est excessivement important pour la recherche, c'est important pour la clinique également, et c'est important dans notre capacité de comprendre, en fait, ce qu'on mesure quand on regarde des enquêtes de Statistique Canada, des rapports que vous allez lire de l'Agence de la santé publique du Canada ou quoi que ce soit. Donc, il existe les questions uniques, puis je vais en parler juste après, qui sont abondamment encore utilisées aujourd'hui, qui sont peut-être pas complètement inintéressantes, mais je pense que c'est important de comprendre les limites qui sont associées à ces questions uniques-là. Il existe ce que moi j'appelle des mesures spécifiques. Donc, ce sont des mesures qui vont venir mesurer une composante de la santé mentale. Donc, soit le bien-être émotionnel plus spécifiquement, soit par exemple la satisfaction face à la vie de manière plus spécifique, le bien-être psychologique, le bien-être social. Donc, ce sont des échelles très intéressantes, mais qui viennent vraiment mesurer une des trois principales composantes de la santé mentale. Elles ont leur intérêt, elles peuvent tout à fait être justifiées. Ceci étant, si on veut donner un portrait global ou une appréciation globale de la santé mentale dans sa dimension positive, ce n'est peut-être pas les échelles qu'on devrait privilégier. Et enfin, il existe les mesures globales qui intègrent les trois formes de bien-être, à la fois émotionnel, psychologique et social. Elles sont peu nombreuses, mais il y en existe tout de même quelques-unes qui sont utilisées abondamment à travers le monde et pour lesquelles il y a un intérêt grandissant. Il y a un intérêt grandissant, bien évidemment, dans le milieu de la recherche, mais beaucoup dans les institutions, je vous dirais, pardon, qui établissent des portraits statistiques des populations. Donc, notamment en Statistique Canada, on a migré vers l'intégration de ces mesures-là pour vraiment avoir une approche beaucoup plus globale, j'avais le comprehensive, mais beaucoup plus globale et intégrative des différentes dimensions de la santé mentale. La fameuse question unique qu'on retrouve encore dans toutes nos enquêtes de Statistique Canada, c'est comment évaluez-vous votre santé mentale? Excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise? Dans le SCC 2005, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, pour ceux qui ne connaissent pas le SCC, c'est l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Ce sont des grandes enquêtes auprès de 20-25 000 personnes au Canada qu'on fait à des cycles réguliers. Ce qu'on observe, c'est que 37 des gens ont une santé mentale dite excellente. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est 37 qui n'ont pas de troubles mentaux? Est-ce que c'est 37 dont une partie ont un trouble de santé mentale, mais qui ont un bon fonctionnement psychosocial? Est-ce que c'est 37 des gens qui se disent comme étant heureux, peu importe les limitations dans la vie quotidienne? Est-ce que c'est 37 des gens qui perçoivent qu'ils ont des bonnes relations avec les autres? Ça nous dit très, très, très peu de choses. Okay? Donc, ce sont des questions qui ont leur utilité pour des chercheurs parce que ce sont des questions rapides, très simples. Ceci étant, si vous avez un réel intérêt pour la santé mentale, on ne va pas très loin avec ce type de mesure-là parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on vient en fait mesurer. Les mesures d'une composante spécifique, puis je ne rentrerai vraiment pas dans les détails, je les mentionnais ici pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés, mais il existe de nombreuses échelles de satisfaction face à la vie, de bien-être psychologique, de bien-être social qui existent, qui ont été abondamment validées, donc dont les propriétés psychométriques ont été étudiées chez des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Ce sont des échelles qui performent très, très bien et qui peuvent être utilisées. Ceci étant, leur principale limite dans une perspective de santé mentale positive, c'est qu'elles mesurent vraiment juste un aspect et qu'elles ne nous donnent pas une idée complète des différentes composantes de la santé mentale. En ce qui concerne les mesures globales, je vous dirais qu'il en existe peut-être 5-6, puis Georgia, tu pourras commenter si tu veux par la suite. Il y en a peut-être plusieurs, il y en a probablement davantage, mais je vous dirais qu'il y en a 5-6, dont 2-3 auxquels je pense, là, qui sont vraiment abondamment utilisés, dont le Mental Health Continuum Short Form, donc qui est le continuum de santé mentale, sa version courte. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, au Canada, est clairement l'échelle qui est la plus abondamment utilisée, tant dans les équipes de recherche que par Statistique Canada, notamment, ou dans les grandes enquêtes de santé. L'intérêt d'avoir une mesure commune dans nos grandes organisations de santé publique, de Statistique Canada et dans nos projets de recherche, c'est que ça augmente la comparabilité. Donc, par exemple, dans les résultats que Georgia va présenter, c'est super intéressant d'utiliser une mesure qui est utilisée en population générale dans un contexte qui n'est pas COVID parce que ça facilite la comparabilité des mesures. Ce n'est pas une échelle qui est utilisée uniquement au Canada, c'est Keyes qui l'a développée. Je m'excuse, la référence ne se trouve pas ici. C'est Keyes qui l'a développée aux États-Unis. Elle est abondamment utilisée sur
tous les continents, beaucoup en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment une échelle qui est très intéressante pour différentes raisons. Elle est relativement facile à compléter. Elle est simple. Elle permet de documenter les 3 grandes composantes du bien-être, donc à la fois émotionnel, social et psychologique, avec 14 items, ce qui est relativement court pour une échelle de santé mentale ou de mesure de différents concepts là, de fonctionnement psychosocial. Donc, cette échelle-là, pour mesurer le bien-être émotionnel, va poser des questions sur est-ce que vous vous sentez heureux, intéressé par la vie, satisfait à l'égard de votre vie. En ce qui concerne le bien-être social, on va demander est-ce que vous percevez que vous avez quelque chose d'important à apporter à la société? Est-ce que vous sentez que vous appartenez à une collectivité, que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous, que les gens sont fondamentalement bons ou que le fonctionnement de la société a un sens pour vous? Au niveau psychologique, on va demander aux gens ou à la personne, est-ce que vous aimez la plupart des facettes de votre vie? Est-ce que vous vous considérez comme bonne pour gérer les responsabilités de votre quotidien? Est-ce que vous avez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec les gens qui vous entourent? Est-ce que vous vivez des expériences qui vous poussent à devenir une meilleure personne? Est-ce que vous êtes capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et vos opinions? Et est-ce que votre vie a un but ou une signification? Donc, ce sont les différentes composantes. Et là, je me rends compte que je n'ai pas parlé de comment on calcule les scores, mais très globalement, on peut utiliser ces scores en continu. Peut-être que Georgia va en parler tout à l'heure, mais on peut faire des catégories. En fait, ce que Keys propose, c'est qu'on peut faire des catégories de niveau de santé mentale, soit languissante ou faible, modérée ou florissante. Ce qui est intéressant, c'est que la façon de catégoriser la santé mentale tient compte des 3 formes de bien-être. Donc, vous ne pourriez pas, par exemple, avoir un super bien-être social qui est très faible dans le niveau de bien-être émotionnel et psychologique et vous retrouver dans la catégorie santé mentale florissante. C'est vraiment important d'avoir un niveau suffisamment élevé des 3 formes de bien-être pour avoir une catégorisation ou une identification de votre santé mentale comme étant florissante. Donc, pardon. La promotion de la santé mentale, je pense que j'en ai parlé beaucoup, mais l'idée, c'était vraiment de rappeler le fait que pour promouvoir la santé mentale, il faut avoir une définition positive. On promouvoit quelque chose qui est positif, alors qu'on cherche à prévenir ou à traiter quelque chose qui est plus négatif, comme par exemple les symptômes de troubles mentaux. Donc, en santé mentale, on vise la promotion et lorsqu'on s'intéresse aux troubles mentaux, on cherche soit à les prévenir, donc prévenir leur apparition, prévenir le fait qu'ils deviennent chroniques, diminuer, par exemple, leur prévalence, ou encore traiter les différents troubles mentaux. Ici, c'est un tout petit tableau que je trouvais simple mais intéressant, qui montre vraiment la distinction entre la promotion et prévention. Je vous dirais que j'ai une petite allergie souvent quand on écrit promotion/prévention, comme si c'était 2 concepts qui sont équivalents, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des concepts qui sont complémentaires. On peut tout à fait agir en promotion de la santé mentale, également dans l'objectif de prévenir des troubles mentaux, ce qui est tout à fait correct, mais ce n'est pas la même chose. Si on promouvoit la santé mentale, on doit se doter d'une définition positive de la santé mentale. On doit adopter une approche qui est globale et qui est holistique. Et notre objectif, c'est de maximiser ou d'optimiser la santé mentale. À l'opposé, quand on cherche à prévenir, bien, on adopte des définitions négatives. Ce qu'on prévient, ce sont des symptômes de troubles mentaux. Généralement, on va adopter des approches beaucoup plus ciblées auprès des groupes vulnérables ou des groupes à risque. Et on vise vraiment à réduire l'incidence, notamment des troubles mentaux. En promotion de la santé mentale, on agit sur les déterminants de la santé mentale, alors qu'en prévention, on vise à prévenir des facteurs de risque. Parfois, certains sont les mêmes. Un déterminant de la santé mentale peut également être un facteur de risque s'il est absent des troubles mentaux. Ceci étant, c'est important de se poser la question si ils sont exactement les mêmes parce que ce n'est pas toujours le cas. En terminant, puis je ne pourrais pas en parler beaucoup, je voulais juste dire que quand on est dans un contexte de promotion de la santé mentale, on intègre beaucoup la question d'empowerment, qu'on traduit parfois par autonomisation, ce que je trouve un peu des fois lourd comme terme, mais l'empowerment, ça vise vraiment à s'assurer de donner les ressources pour que les gens puissent eux-mêmes accroître leur pouvoir d'agir sur leur propre santé mentale. Et c'est vraiment un concept qui est central en promotion de la santé mentale, l'idée étant que l'individu lui-même, soit en fonction de ses caractéristiques personnelles, culturelles ou de sa communauté, doit pouvoir identifier à partir des ressources qui peuvent être mises à sa disposition quelles sont les meilleures stratégies pour qu'il puisse prendre en main sa propre santé mentale et l'optimiser, la maintenir ou l'alimenter au fil du temps. Donc, en terminant, à retenir 2 choses
très simples, mais je vous dirais qu'ils n'ont pas encore, à mon avis, totalement percé même le champ de la recherche. La santé mentale est plus que l'absence de troubles mentaux. Karine et Georgia, j'en suis certaine, croisent régulièrement des chercheurs qui confondent encore ces concepts-là. Peut-être que des fois, dans les milieux communautaires, c'est encore mieux compris un petit peu, je vous dirais, mais il y a beaucoup à faire encore pour dire que la santé mentale, c'est plus que l'absence de troubles mentaux. Et l'autre chose, c'est que promouvoir la santé mentale, mais ça implique une nouvelle manière de concevoir, donc de définir, et d'opérationnaliser, donc de mesurer la santé mentale dans son sens positif. Donc, je vous ai mis quelques références ici. Oh, excusez-moi. Je vous ai mis quelques références ici si vous souhaitez les consulter. Vous aurez accès au PowerPoint. Puis, je sais qu'on va passer aux questions plus à la fin des 3 présentations, mais je voulais vous remercier. Puis, je voulais juste vous dire que si jamais les activités, on a parlé tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup à la promotion de la santé mentale, c'est des éléments qui vous intéressent. Mon laboratoire de recherche s'appelle le laboratoire Activité physique et bien-être. Donc, on a une page Facebook où on essaie de partager notamment les conférences comme aujourd'hui, mais également différents autres travaux de l'équipe. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le réseau Calaxia, si tu me permets, Mélie, je vais juste faire un petit message. Le réseau Calaxia, c'est un réseau de transfert de connaissances, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les connaissances accessibles au plus grand nombre, que vous soyez des gestionnaires, des cliniciens, des membres du grand public qui s'intéressent à la santé mentale des populations. Donc, c'est vraiment de diffuser les connaissances. On fait des webinaires également, mais on fait beaucoup des productions, donc des 1 page, 2 pages en français qui sont accessibles, qui sont gratuites à télécharger. Donc, je vous invite à consulter le réseau Calaxia si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Donc, merci de cette définition complète de la santé mentale, finalement. Santé mentale positive et santé mentale en général. On va tout de suite poursuivre avec Georgia. Georgia qui va donc nous présenter la démarche de l'étude sur la santé mentale positive durant la COVID. Merci, Georgia. Okay, merci, Émilie. En fait, je vais partager l'écran. OK. Là, à partager. Donc, vous le voyez. Oups, c'est vrai qu'il faut que je mette la diapositive. OK. À partir du début. Donc, en fait, je vais vous présenter quelques résultats du projet qui a été fait durant la première vague de la COVID, donc sur la santé mentale positive au temps de la COVID. Donc, comme c'était indiqué, la collecte de données a eu lieu entre le 26 mai et le 31 octobre 2020. Donc, c'était comme vraiment la première vague. Ensuite, oups. Okay. Donc, en fait, les objectifs de cette étude étaient de dresser un portrait du bien-être de la population durant la pandémie en mesurant la santé mentale positive des personnes âgées de 18 ans et plus vivant au Québec selon différents déterminants sociaux. Et évidemment, on voulait aussi développer des stratégies pour améliorer la santé mentale de la population, mais aujourd'hui, je vais focuser sur la première partie. Et je vais vous expliquer en fait les questions qui ont été posées et qu'est-ce qu'on est ressorti. Et Karine va continuer avec les résultats en lien avec les stratégies d'adaptation utilisées par les gens. Donc, on a mis un questionnaire en ligne, on l'a créé. Donc, évidemment, on a posé des questions d'ordre socio-économique, des questions aussi de base, âge, sexe, langue. En fait, on était intéressés aussi on a eu une demande de la communauté anglophone aussi essayer de voir s'il y avait des différences aussi au niveau anglophone, francophone. Donc, c'est ça. Et évidemment, si les gens travaillaient ou pas, étaient aux études, ils habitaient tout seuls ou pas, etc. Donc, en fait, toutes ces questions d'ordre socio-économique étaient plus, c'est ça, qui touchaient en fait, si la personne
pas juste la personne, mais son entourage aussi. Donc, est-ce qu'il était seul avec une famille, avec des enfants, etc., incluant est-ce que aussi le travail, est-ce qu'il travaillait ou pas? Si oui, est-ce que c'était sont-tu en télétravail ou pas, etc. Si on travaillait en première ligne ou pas. Donc, COVID, évidemment, il y a des questions en lien avec la COVID-19, donc en lien avec, évidemment, le diagnostic, mais à l'époque, bon, il n'y en avait pas vraiment beaucoup là, qui étaient diagnostiqués. Est-ce que les gens ont perdu leur emploi à cause de la COVID? Ça aussi, c'était un point qui nous intéressait. Ensuite, le questionnaire, le fameux questionnaire que Isabelle a présenté, donc le Mental Health Continuum Short Form de Keyes. Comme je dis, c'était une étude bilingue, donc on l'avait en anglais, l'original, et la version en français qui a été traduite et validée par Isabelle et ses collègues. Donc, on a pu utiliser les deux. Donc, vous avez vu les questions qui étaient posées sur les 3 dimensions. On a posé exactement la même chose pour utiliser la même mesure qui était utilisée par l'enquête sur la santé des collectivités, etc. Ensuite, on a aussi regardé la résilience en utilisant le Brief Resilience Scale de Smith et compagnie, qui a été aussi traduit, donc qui était disponible en anglais, en français. C'est une échelle très brève de 6 items. Il y avait aussi, on voulait voir au niveau de la consommation de substances, est-ce que les gens consommaient comme plus ou moins qu'avant la COVID, et aussi voir qu'est-ce qu'ils consommaient, donc à l'aide du questionnaire A6 de l'OMS, qui est un questionnaire vraiment très axé, sur différentes substances consommées, incluant l'alcool, évidemment. Moi, ce qui m'intéressait aussi spécifiquement, c'était le diagnostic reçu au niveau des problèmes de santé mentale, surtout, mais évidemment, on a ajouté santé physique, voir s'il y avait un lien entre, comme Isabelle a expliqué tout à l'heure, c'est des mesures complémentaires, en fait, puis il faut avoir des informations sur est-ce que la personne a un trouble de santé mentale? Est-ce que la personne a une santé mentale positive? Donc, les 2 aspects étaient importants. Ensuite, on a aussi regardé le niveau de stress tel que défini par la personne comme pré-COVID et pas post-COVID, mais post-début COVID, on va dire. Donc, comment que le stress, à quel point la personne était stressée. Le niveau de détresse aussi a été mesuré. Et on avait aussi des questions ouvertes, hein, donc, qui étonnamment ont été, moi j'étais la première à être étonnée que les gens ont répondu aux questions ouvertes. C'est rare qu'on voit que les gens prennent le temps de répondre à ces questions. Mais heureusement qu'ils l'ont fait parce que justement, Karine va vous présenter les résultats sur les stratégies de coping ou d'adaptation. Donc, la première question, c'était quels sont vos comportements ou habitudes de vie qui ont changé depuis la COVID-19? Quelles sont les choses que vous faites pour vous aider à mieux composer avec traverser la situation que vous vivez depuis la COVID-19? Ça, c'est Karine. La crise de la COVID-19 m'a permis de prendre conscience de 3 petits points, voir ce que les gens allaient dire là-dessus. Et une autre question du genre, la crise de la COVID m'a obligé de changer ces choses dans ma vie. Donc, comme je dis, les gens ont vraiment... c'est étonnant, mais ils ont vraiment répondu. Beaucoup, en tout cas, je dirais la majorité ont répondu à ces questions-là. Donc, en fait, comment que ça fonctionnait, c'est que, évidemment, c'était un échantillonnage non aléatoire de convenance, c'est-à-dire, on a fait de la publicité sur les réseaux, puis c'est comme les gens qui répondent, tu sais, et puis et d'autres personnes partageaient
l'information qu'une étude existait, donc ça intéressait, les gens qui étaient intéressés, ils répondaient. T'sais, on ne cherchait pas nécessairement, évidemment, on aurait aimé avoir, par exemple, autant d'hommes que de femmes, mais comme souvent c'est le cas, ben, c'est plus de femmes qui ont répondu. Même si on a fait des efforts auprès des réseaux d'hommes du Québec, donc des organismes, j'ai cogné à des portes, les directeurs des organismes étaient bien contents, mais ça n'a pas donné d'effet. Il n'y avait pas plus d'hommes qui ont répondu. Donc, il y a 624 personnes de 18 ans et plus. Je voulais aussi regarder selon différentes régions socio-sanitaires parce qu'aussi, on savait qu'il y avait des régions qui étaient plus touchées par la COVID et tout ça. Donc, ceux qui ont répondu le plus, c'était de la région de Montréal, Capitale-Nationale, Mauricie, Centre-du-Québec, suivi par la Montérégie. Donc, ça, c'est en ordre. Et c'était majoritairement des francophones, même si, comme je disais tout à l'heure, le réseau de santé, j'ai oublié leur nom, c'est le réseau de santé anglophone, en fait, la communauté anglophone. Ils ont beaucoup participé à à publiciser l'étude, mais on a relancé, puis relancé, puis relancé, puis c'est ça. Donc, 80% des répondants étaient francophones. Donc, ensuite, bon, l'aspect intéressant que je trouvais particulièrement intéressant, c'était en prenant l'échelle de Corey Keyes qui a été présentée par Isabelle. Elle vous a parlé brièvement donc des catégories un peu. Donc, on pouvait soit faire une mesure en continu, ou vraiment voir si les gens étaient catégorisés comme ayant une santé mentale florissante, qui est ici. Santé mentale modérée, donc qui se trouve entre la santé mentale languissante, donc les gens qui vont le moins bien, donc qui scorent le moins fort sur les 3 dimensions qu'on a vues tout à l'heure, et ceux qui scorent le plus se retrouvent ici. Donc, ce que j'ai mis ici en rouge, donc écrit là, donc c'est les résultats pour le Québec issus de l'enquête canadienne sur la santé des populations en 2012. En 2012, la santé mentale, les données démontrent que 77,5% des Québécois qui ont répondu avaient une santé mentale florissante. Donc, c'est beaucoup, là. Et même comparé, parce que je suis allée comparer avec ce que Corey Keyes, dans ses études, avait trouvé chez les Américains, puis c'était pas élevé de même. J'ai oublié le chiffre exact, peut-être qu'Isabelle se rappelle, mais c'était pas aussi élevé que ça. En 2012, la santé mentale modérée était à 21,3% de la population, puis languissante, 1,3%. Donc, c'était très faible. Mais si on regarde avec notre échantillonnage, qui, évidemment, comme je dis, n'est pas représentatif, mais en même temps, ça nous montre des choses intéressantes. Le niveau le pourcentage de la population, des gens, qui avaient une santé mentale florissante a baissé à 47%. Donc, d'où la flèche qui descend. Et au niveau languissant, ça montait à 13,2%. Puis au niveau modéré, ça montait aussi à 39,8%. Et comme Isabelle a dit, si on a une santé mentale moins que florissante, c'est associé à plusieurs problématiques, dont le niveau de fonctionnement, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'était comme, j'ai vérifié puis revérifié, puis c'était vraiment ça qui ressortait. J'ai comparé anglo-franco, il n'y avait pas une grosse différence. Non, il n'y avait pas de différence du tout, en fait. Donc, ça nous montre que durant cette période de la première vague,
la santé mentale positive des gens était pas très élevée, en tout cas. C'était problématique. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que c'est la COVID qui a causé ça, mais on peut dire que, bon, en tout cas, il y a une corrélation possible. Ce qu'on a vu ce qu'on a vu dans les résultats, la santé mentale optimale est associée à l'âge. Donc, généralement, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont plus jeunes, donc nous, on avait comme 18 et plus, mais dans les 18, 24, 35, en tout cas dans cette tranche d'âge-là, la santé mentale était plus faible. Donc, plus on était vieux, plus notre santé mentale était meilleure. Okay? Donc, plus on est jeune, plus on a de la difficulté sur le plan de la santé mentale positive. Évidemment, avoir un revenu plus élevé, bon, ça étonne personne, j'imagine. Puis, avoir un emploi ou être retraité aussi était associé à une santé mentale positive. Et c'est pas optimal, je voulais dire, c'était plus florissant, désolée. Parce que, donc, encore une fois, c'est ça, la santé mentale non florissante est associée à, comme je dis, aux 18-24 ans versus les 45 ans et plus, les niveaux de stress plus élevés. Le fait d'être en télétravail avait un impact sur la santé mentale positive. Avoir un diagnostic de trouble mental, ce qui était pas surprenant, mais comme c'était intéressant de le voir ressortir. La consommation de l'alcool et la consommation du cannabis. Par rapport aux autres substances, étant donné que Assist, c'est un outil utilisé plus avec des populations cliniques, ce n'est pas surprenant qu'on n'ait pas eu des gens qui consomment des drogues dures nécessairement, parce que c'est comme genre l'héroïne, ça fait de même, c'est quand même des populations très spécifiques. Donc, mais alcool et cannabis est ressorti. Donc, ensuite, je vais passer aux questions ouvertes, sauf celle de Karine, parce que, étant donné que c'est son mémoire de maîtrise porte là-dessus, c'est elle qui veut parler de ça. Donc, par rapport à la première question, la question sur les comportements ou habitudes de vie qui ont changé depuis la COVID-19. Donc, d'ailleurs, c'est Karine qui a fait ressortir ces résultats à partir des réponses des gens. Il y a eu des changements positifs qui ressortent sur le plan des habitudes de vie. Donc, les gens qui disaient à l'époque qu'ils avaient plus de temps pour le sport, les marches, les sorties à l'extérieur, cuisiner, dormir, relaxer, passer du temps en famille, prendre du temps pour soi. Donc, elle a fait ressortir aussi une citation qui est représentative des résultats, des réponses des gens. Je suis plus reposée parce qu'en télétravail, je sauve 2 heures de déplacement par jour. Je me lève 1 heure plus tard, ce qui me permet de rattraper du sommeil perdu à cause de l'insomnie la nuit. Donc, c'est sûr que bon, c'est nuancé, la personne vit l'insomnie, mais elle a plus de temps pour rattraper. Je cuisine plus moi-même les repas puisque je suis à la maison. Et les activités extérieures ont été interrompues. Et comme je suis à la maison plus souvent, je bois plus d'alcool, mais le temps sauvé en déplacement me permet de faire du sport presque quotidiennement. Donc, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que oui, il y a des changements positifs par rapport aux habitudes de vie, mais, il y a un mais, il y a de l'insomnie qui est nommée et la consommation d'alcool. Puis, bon, les études d'autres chercheurs pendant la pandémie ont démontré qu'il y a eu plus, au niveau de la consommation d'alcool, il y en a plus qu'avant. Donc, c'est ça, c'est comme nuancé. C'est pas tout noir ou tout blanc, là, c'est comme du gris.
La crise de la COVID-19 m'a permis de prendre conscience de. Donc, il y a deux choses, deux niveaux. Encore une fois, Karine a fait ressortir ces éléments. Donc, la prise de conscience sur soi-même. Citation, l'importance de s'arrêter, de prendre du temps pour soi, d'arrêter de tout faire dans un rush, m'a fait réaliser que j'ai besoin de plus de contact social que je pensais. Ça m'a aussi montré qui sont les personnes importantes dans ma vie. Ça, c'est intéressant parce que justement, prendre du temps, les gens ont ralenti le rythme, mais le contact social, ça, puis même encore aujourd'hui, moins parce qu'on peut sortir et voir du monde, mais pendant longtemps, c'est ça, le contact social, les gens, c'était quelque chose qui était très difficile parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le contact social qu'on prenait pour acquis avant. Donc là, tout à coup, on n'a plus ça et on se rend compte à quel point on a besoin du monde. Ensuite, prise de conscience sur la société et entourage. Ça, c'est intéressant parce que ce qui est ressorti, c'est que la pandémie a mis en lumière les inégalités sociales, les vulnérabilités des personnes âgées, de la surconsommation en général et la fragilité de l'équilibre social. Donc, la prise de conscience, ce n'était pas juste sur moi, puis ma vie, puis ma famille, mais c'était plus large que ça. Ça fait réfléchir beaucoup. Ensuite, la crise, la COVID m'a obligé de changer ces choses dans ma vie. Donc, obligation surtout au niveau des habitudes de vie et de l'aspect relationnel, mais a permis de changements positifs au niveau émotionnel et cognitif. Donc, ce qui ressort, il y a comme 3 citations ici. Meilleure planification de mes journées, moins à l'épicerie, je planifie mieux mes repas, je parle plus en vidéo à ma sœur. Donc, les gens ont trouvé d'autres façons de connecter aussi. Savourer les moments en famille, savourer la vie, accepter ce que je ne peux pas contrôler, être prudente avec les mesures sanitaires. C'est sûr que, surtout durant la première vague, les mesures sanitaires ont été très axées sur Purel, puis laver notre épicerie, là. Donc, comme les gens évitaient ces lieux-là. Mais ce que je trouve intéressant, il y a 2 choses là-dedans que je trouve intéressantes, c'est savourer les moments en famille. Donc, les moments qu'on passe avec nos proches sont devenus plus importants. Et accepter ce que je ne peux pas contrôler. Ça, ça m'a frappée parce que, je suis aussi psychologue clinicienne, donc c'est sûr que moi, durant la pandémie, j'ai vu, je vois toujours, mais j'ai souvent des clients qui amènent ce sujet-là comme, on arrive sur ce sujet-là, par rapport à la COVID, comme, il y a des quand on n'avait pas accès aux activités à l'extérieur, à nos amis et tout ça, on travaillait beaucoup cet aspect-là, comme d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, lâcher prise, puis focuser sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir, donc, et pour aller mieux. Puis ça, c'est pas nécessairement des gens qui, comme je disais, qui ont des diagnostics ou des troubles mentaux, c'est des gens que le COVID, en fait, a fait en sorte que ça crée comme de la détresse, sans avoir un diagnostic. Donc, ensuite, de faire davantage confiance à mon entourage pour mes achats alimentaires, comme je disais tout à l'heure, l'épicerie, de communiquer différemment avec ma conjointe, de partager davantage mes besoins et mes goûts, d'être plus attentif aux besoins de mes proches et des besoins de mon entourage, et d'accorder plus d'importance au moment présent. Ensuite, de voir la vie plus objectivement et me rendre compte que je suis bien chez moi, dans ma province, surtout à l'époque, comme on voyait comment ça se passait ailleurs aussi, que c'était pire. Mais c'est ça, c'est vraiment comme... ça a comme forcé les gens à agir différemment, à changer des choses et à... veut pas qu'on est constamment, par exemple, communiquer différemment avec ma conjointe, mais quand on est constamment 24/24 avec une personne, ou une famille, la communication est très, très importante. Donc, je pense que c'est Karine qui... Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai mis des références à la fin.
qui sont là, mais en fait, pour plus d'informations, évidemment, à mon courriel. Mais c'est ça, c'est juste pour clore, parce que là, j'ai comme coupé sa règle, là, mais c'est parce que la prochaine, en fait, la prochaine question, c'est Karine qui va la décrire et la expliquer. Mais ce que je trouve comme intéressant, parce que moi, c'est ça, je suis comme... Bien, je suis clinicienne, mais je suis aussi, tu sais, je fais comme mon postdoctorat en santé publique, comme on a dit tout à l'heure. Puis, donc, c'est de voir, comme ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir, bien, comment on peut, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé mentale positive des gens durant la COVID et comment que les gens font pour s'en sortir aussi. Donc, c'est ces deux aspects-là qui m'intéressaient. Donc, on voit quand même que ça va. Ben, ça n'allait pas bien, en tout cas au niveau de la santé mentale positive, comparé en 2012, où que c'était les dernières données que je pouvais trouver pour le Québec par rapport au questionnaire sur la santé mentale positive. Mais les questions ouvertes nous ont permis de voir comme plus de nuances là-dedans, puis comment que les gens ont été affectés et comment les gens s'en sortent. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Karine qui va nous parler de justement comment que les gens s'en sortent. Donc, je vais arrêter mon... oups, comment qu'on fait ça encore? Arrête de partager, pardon. Merci, j'avais le micro coupé. Donc, effectivement, on va laisser la parole à Karine qui va justement nous présenter plus en détail les stratégies d'adaptation qui sont ressorties dans cette étude et qui va aussi nous présenter son sujet de mémoire. Donc, Karine, à vous la parole. Et tout d'abord, je voudrais dire merci à Émilie, Georgia et Isabelle de m'avoir invitée à cette présentation. Je trouve que pour moi, c'est un privilège de pouvoir présenter les analyses préliminaires de mon mémoire. Puis, ayant les pieds dans le communautaire, puis en première ligne depuis quand même longtemps, mais en parallèle, mais je comprends, pour moi, je peux confirmer l'importance de ce qu'on fait aujourd'hui, soit vraiment de promouvoir la santé mentale positive, parce que c'est loin d'être un acquis, non seulement pour d'autres chercheurs, mais pour les psychiatres et pour bien du monde dans le milieu, pour qui ça serait intéressant vraiment d'avoir toutes ces informations-là et d'avoir une vision positive de la santé mentale pour pouvoir vraiment non seulement diminuer la stigmatisation, mais aussi favoriser les déterminants de la santé mentale là, dans la population. Donc, voici mon humble contribution à cette présentation. Donc, mon mémoire, c'est, comme Georgia l'a dit tout à l'heure, sur la question 2, qui concerne les stratégies d'adaptation associées à la santé mentale positive en contexte de pandémie lors du premier confinement. Donc, Georgia est ma directrice de recherche avec laquelle je m'entends très bien, contrairement à l'exemple d'Isabelle dans la première partie. Donc, voilà. Donc, bon, comme tout le monde le sait, depuis février 2020, le monde vit une crise mondiale de santé due au coronavirus et ça continue. Cette situation anxiogène touche toutes les populations et représente une occasion pour nous, les chercheurs, de connaître les capacités adaptatives de l'être humain. Ça ne serait pas très éthique de provoquer des crises comme ça pour faire des recherches, donc on en profite quand même dans ce temps-là pour le faire. Donc, selon la littérature, les effets de la pandémie, bon, les effets néfastes sont la détresse, l'anxiété, le développement ou l'aggravation de comportements à risque et de problèmes de santé mentale. En plus de la menace du virus en soi, les mesures comme la quarantaine, les règles, les orientations gouvernementales et tout ça qui sont en place dans de nombreux pays ont également des effets psychologiques négatifs. Ça a été observé dans plusieurs populations, pas seulement ici. Les effets positifs, parce qu'il y en a, c'est l'augmentation de la cohésion sociale qui peut être observée, du soutien familial, de l'attention portée à sa propre santé mentale, la solidarité citoyenne et la compassion. Donc, un fait que je trouvais intéressant, mais on s'entend que c'est du 21 mars au 31 mai, l'INSPQ a effectué des sondages quotidiens auprès d'échantillons de 1000 adultes québécois au début de la pandémie.
Les questions portaient spécifiquement sur les perceptions des répondants quant à leur santé mentale et leur bien-être afin de mesurer la détresse psychologique, le bien-être émotionnel, le niveau de sentiment d'anxiété, d'inquiétude conséquemment à la pandémie. Les résultats démontrent que malgré une augmentation des sentiments d'anxiété et d'inquiétude chez 39 % des répondants, une grande proportion des échantillons avaient un score de bien-être émotionnel élevé. Globalement, la majorité des répondants vivaient un bien-être émotionnel élevé. Le score de bien-être émotionnel augmentait avec l'âge. Donc, je trouvais que c'était surprenant quand même parce que c'était quand même pas ce qu'on voyait ou ce qu'on aurait pu penser là, par rapport à cette population-là, surtout. Par exemple, pour la période du 21 au 31 mai, le score passait de 77 % chez les 18 à 24 ans, puis à 92 % chez les 70 ans et plus. Donc, plus les personnes étaient âgées, plus il y avait une santé mentale, un bien-être émotionnel élevé. Donc, les objectifs de mon étude, bien, en fait, c'est d'explorer les stratégies d'adaptation ou de coping, qu'on appelle aussi, utilisées par les adultes québécois en contexte de pandémie et identifier celles qui sont associées à la santé mentale florissante ou optimale. Le but étant d'identifier les stratégies qui sont associées à la santé mentale optimale s'il y a lieu. On dit optimale ou florissante, là, dans le terme, ça veut dire la même chose dans la recherche ici, parce que selon les scores, en tout cas, quand je dis florissante ou optimale, ça veut dire la même chose dans le présent document. Donc, le but étant d'étudier s'il y a des stratégies d'adaptation qui favorisent la santé mentale optimale, bien, éventuellement, on va pouvoir créer des programmes ou au moins des recommandations liées à partir de ces stratégies-là. Donc, le cadre théorique de mon étude, c'est la santé mentale positive. Isabelle vous l'a bien expliqué tout à l'heure, puis les stratégies d'adaptation que je vais vous expliquer ici. Donc, l'adaptation humaine, en partant en psychoéducation, excusez-moi, moi, j'ai pris cette définition-là que je trouve intéressante. Dans toutes les circonstances de la vie, avec les éléments stressants, les moments de grande joie ou de grande peine, l'humain veut rester en équilibre. Afin de répondre aux demandes et aux événements extérieurs à lui, l'humain s'ajuste, se réorganise, revoit sa façon de faire et adopte de nouveaux comportements et attitudes afin de maintenir son équilibre. Donc, les stratégies d'adaptation pour garder son équilibre, en fait. Là, moi, je me base sur les définitions de Lazarus et Folkman qui définissent le coping ou adaptation comme l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. Une stratégie d'adaptation, c'est considéré comme efficace lorsqu'elle permet à l'individu de retrouver son équilibre initial tout en diminuant l'impact négatif sur son bien-être physique et psychique. Pour ces auteurs, l'ensemble des moyens utilisés par les individus pour faire face à une situation stressante se regroupe au sein de deux grandes catégories. On a le coping qui est centré sur le problème, l'adaptation centrée sur le problème qui est comme en fait des tentatives pour contrôler ou modifier la situation. Puis le coping centré sur l'émotion qui sont plus des tentatives de contrôler ou modifier la tension émotionnelle qui est induite par la situation. Donc, c'est deux stratégies qui peuvent être très efficaces selon la situation, selon la personne aussi. Donc, le coping ou les stratégies d'adaptation centrées sur le problème impliqueraient davantage des stratégies orientées vers le management de l'événement. C'est, comme on disait tout à l'heure, le contrôle. Il est orienté vers l'action dans le but de modifier la relation entre la personne et la situation stressante. Le coping centré sur l'émotion, lui, se réfère plus à des stratégies qui sont cognitives, qui agiraient plutôt sur l'attitude de la personne envers la situation et conséquemment sur l'émotion. Donc, ces deux dimensions sont utilisées dans des proportions variées selon les caractéristiques liées à l'individu, à la situation et à l'environnement. Donc, la méthode, à partir de ce cadre théorique-là, qui explique les stratégies d'adaptation, la méthode d'analyse, en fait, moi, mon étude est exploratoire, comme on appelle. Donc, ça veut dire que je peux m'amuser un petit peu. Je le vois comme ça, mais c'est vraiment d'explorer au niveau des réponses qualitatives, qu'est-ce qui ressort en lien avec ce cadre théorique-là et aussi
le lien avec la santé mentale positive. Donc, à partir de ces 428 réponses que j'ai recueillies, qu'on a recueillies avec l'étude plutôt, quelles sont les choses que vous faites pour vous aider à mieux composer, traverser la situation que vous vivez depuis la COVID-19 était la question 2 dans les questions qualitatives. Donc, ensuite, j'ai créé les catégories de stratégies d'adaptation, les catégories de coping, suite à l'exploration des réponses des participants en me basant aussi sur le cadre théorique. Donc, sur le plan des stratégies centrées sur l'émotion, j'ai distingué les stratégies comme se distraire, le soutien social, se distraire, se distancer, s'occuper, le soutien social, communiquer, la recherche de soutien social avec les proches, de la recherche, ça englobe beaucoup communiquer avec les autres aussi. Relativiser, rechercher du sens, ça c'est une autre catégorie. Rechercher de l'aide extérieure. Maîtrise de soi et fuite-évitement, qui est une autre stratégie. Ça, c'est toutes des stratégies qui sont centrées sur l'émotion. Ensuite, les stratégies qui sont centrées sur le problème que j'ai identifié dans les réponses étaient rechercher de l'information, s'impliquer au niveau informationnel, puis tenter d'agir sur le problème. Donc, agir sur le problème dans ce cadre-là, ce n'était pas des chercheurs qui développaient des vaccins, mais plus dans le sens de vraiment, quand ils ont dit à la réponse à la question, qu'est-ce que vous faites pour vous aider à mieux composer? Bien, quand la réponse était je nettoie mon épicerie, vraiment des actions liées à contrer le problème en particulier, bien, ça entrait dans cette catégorie-là. Ensuite, donc, les résultats. Les analyses préliminaires, comme je dis, sur un total de 428 réponses, quand même, il y a 91,5 % des gens qui ont utilisé des stratégies centrées sur l'émotion. Les stratégies centrées sur le problème représentent seulement 4,6 %. Puis, il y en a qui n'utilisaient aucune stratégie, qui ont dit, ben moi, je ne fais rien du tout, ou rien. Qui n'ont rien changé, qui ont dit que pour eux, il n'y avait rien qui avait changé dans leur comportement, dans leurs actions. Donc, au niveau de la santé mentale optimale, sur les 428 répondants, il y en avait 199 qui avaient une santé mentale optimale et 229 qui avaient une santé mentale non optimale. Donc, on voit quand même que les gens ont majoritairement une santé mentale non optimale, mais ça, c'est pour l'ensemble des réponses. Sur les stratégies centrées sur l'émotion, il y a 183 personnes qui avaient un score de santé mentale optimale, ce qui représente 92 % des gens qui ont une santé mentale optimale, mais 47 % des personnes qui ont utilisé une stratégie centrée sur l'émotion ont une santé mentale optimale. Ensuite de ça, je ne veux pas vous endormir avec des chiffres là, ou des résultats plates, mais on va faire un survol rapide. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a quand même, au niveau de la santé mentale optimale, il y a moins de gens qui ont utilisé une stratégie centrée sur le problème qui ont une santé mentale optimale. C'est majoritairement des gens aussi qui ont une santé mentale non optimale, mais dans les deux cas. Puis ici, aucune stratégie, on voit qu'il y a quand même une majorité des personnes qui ont utilisé aucune stratégie qui ont une santé mentale optimale. Donc, par rapport à ces résultats-là, en général, le coping centré sur le problème, dans la littérature, on dit qu'en général, le coping centré sur le problème serait pertinent pour réduire l'anxiété dans les événements contrôlables, mais aurait tendance à augmenter l'anxiété lorsque la situation est incontrôlable. Donc, ça correspond aux résultats qu'on a parce que la pandémie, c'est une situation incontrôlable, donc plus favorable à l'utilisation de stratégies centrées sur l'émotion. Les résultats montrent en effet que 2 tiers des répondants ayant comme principale stratégie celle centrée sur le problème ont une santé mentale non optimale, ce qui est quand même représentatif, puis ce qui correspond aussi au fait que tenter de contrôler l'incontrôlable peut augmenter l'anxiété et le stress, et moins efficace comme stratégie. Hartman mentionne que dans une situation de stress sur laquelle nous n'avons pas de contrôle, les stratégies sur le problème sont moins efficaces. C'est ce que nous constatons dans notre étude.
Donc, ici, j'ai vraiment classé selon chacune des stratégies. Donc, se distraire, s'occuper, communiquer, soutien social, relativiser, recherche de sens, recherche d'aide, évitement, fuite, maîtrise de soi, agir sur le problème et recherche d'informations. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment que se distraire, s'occuper, c'est la stratégie principale qui a été utilisée par les gens, ou la plus utilisée. Communiquer, soutien social aussi, puis maîtrise de soi. Quand on parle, je vais vous l'expliquer ultérieurement, c'est de façon plus précise chacune des catégories. Donc, mais on ne voit pas une grande différence entre les scores de santé mentale optimales et non optimales dans la majorité des catégories, sauf la recherche d'aide, où on voit vraiment que la majorité, 100% des gens qui ont utilisé cette stratégie-là ont une santé mentale optimale. À noter que plusieurs personnes ont utilisé plus d'une catégorie de stratégies. Donc, ça, c'est important de le noter. Donc, pour aller plus précisément décrire chacune des stratégies, se distraire, s'occuper, les activités qui sont le plus mentionnées sont le sport, les activités créatives comme le dessin, le tricot, la musique. Le jardinage et la cuisine sont très populaires. Une grande majorité des gens ont dit qu'ils s'étaient mis à cuisiner pendant le confinement. Ils faisaient des recettes, jardiner aussi. Je pense que les gens faisaient leur pain et puis faisaient des semis de façon presque compulsive. En tout cas, c'est ce qui était décrit dans les réponses. La cuisine sont très populaires. Regarder des séries, des films, lire. La marche en nature semble faire également des adeptes. Plusieurs mentionnent le fait que d'avoir continué à travailler leur a permis de rester occupés et a été bénéfique pour eux. Dans la catégorie communiquer, s'exprimer, communiquer avec les proches ou une personne ressource constitue un moyen privilégié pour mieux composer avec la crise actuelle. Les gens se sont adaptés aux différents moyens de communication disponibles. Zoom, le téléphone, l'écriture et le chant et autres formes d'expression de soi sont des moyens utilisés par quelques personnes également. Des personnes qui décrivaient avoir besoin de communiquer, d'exprimer ce qu'ils vivaient. Il y en a qui se sont créés mon journal de confinement, des choses comme ça. Donc, je l'ai mis dans la catégorie communiquer parce que c'était vraiment un besoin de décrire ce que la personne vivait. Donc, dans la catégorie relativiser, rechercher du sens, quelques répondants nomment faire un effort conscient pour relativiser, comme j'essaie de lâcher prise, de rationaliser, d'être prudente, de réévaluer la situation, prendre une journée à la fois, j'essaie de ne pas trop m'en faire avec les petits riens. D'autres donnent un sens plus profond à ce qui se passe, comme je prends le temps de prendre soin de moi, ralentir de mon mode de vie, bref, vivement la décroissance. Ça, c'est des choses qui revenaient souvent. On va en ressortir grandi, la société va changer positivement grâce à cette crise-là. C'est des choses que les gens nommaient assez régulièrement. Donc, dans la catégorie évitement-fuite, certaines personnes vont fuir leurs émotions négatives avec l'alcool, les drogues, cannabis, alcool, antidépresseurs, anxiolytiques. J'ai mis ça dans cette catégorie-là aussi, dans le sens que les gens essayaient d'éviter de vivre de l'anxiété. Donc, c'était un moyen pour eux d'éviter cette anxiété-là. Mais une majorité va utiliser l'évitement de situations anxiogènes. Donc, c'était plus fréquent encore que les gens disaient, moi, je ne regarde plus les nouvelles, je ne sors plus, je ne vois plus de personnes qui sont négatives. Donc, ça revenait très, très souvent. Ce qui m'aide, les gens, je donne un exemple ici, ce qui m'aide, c'est de ne plus écouter les campagnes de peur des médias. Je n'écoute plus la radio, trop d'annonces qui nous rappellent sans arrêt que nous sommes en pandémie. Je pense qu'on le sait après 8 mois. Donc, ça, c'est un exemple de réponse qu'on a eu, mais qui est représentatif de plusieurs. Ensuite, maîtrise de soi. Plusieurs répondants ont dit de faire un travail sur eux-mêmes, soit par un plan d'action afin de maintenir une routine quotidienne. Ça, c'est revenu très souvent. Donc, mettre en place de saines habitudes de vie, travailler sur eux-mêmes, développer des compétences, ne pas se laisser aller à la dépression et à la peur. Donc, comme exemple, j'ai recommencé à m'entraîner, je vais dehors chaque jour, j'utilise mon environnement extérieur comme terrain de jeu,
Je varie mes séances d'entraînement, je me repose, je me recentre sur mes besoins essentiels, je suis dans l'action, ça me permet de mieux gérer mes difficultés. Donc, ça, c'est un exemple de réponse, mais c'est vraiment représentatif là, de ce qu'on voulait dire par maîtrise de soi. Recherche d'aide, bien, quelques personnes ont fait appel à de l'aide extérieure, là. Vraiment, j'ai demandé de l'aide d'un psychologue, j'ai demandé l'aide de professionnels, là, principalement, c'est ce qu'il y a dans cette catégorie-là. Agir sur le problème. Donc, c'était faire des actions concrètes comme l'application des mesures de protection, la désinfection de l'environnement, sont des moyens de gestion du stress utilisés par plusieurs répondants. Exemple, suivre la plupart des consignes de santé publique me rassure. Ça, c'est très représentatif de ce qui est entré, même si on était tous soumis à ça. Quand c'était ramené comme étant la principale action pour mieux gérer la situation, bien, ça correspondait à cette stratégie d'adaptation-là. Ensuite, la recherche d'informations, plan d'action. Plan d'action plus dans le sens de plan d'action pour régler le problème, pour agir sur le problème. Donc, quelques personnes ont mentionné se centrer sur la recherche et la diffusion d'informations sur la maladie. Exemple, m'impliquer, m'informer, rechercher des faits, diffuser des faits sur les recherches médicales et tout ça. Enfin, ben, ne rien faire. Comme je vous disais, il y en a plusieurs qui ont dit que pour eux, il n'y avait rien changé ou qu'ils ben, ne voyaient pas de moyens pour changer. Mais c'était tout comme réponse. Donc, la stratégie, ben, les faits saillants et les limites de ma recherche ou de mon analyse, c'est que ben, la stratégie, le fait saillant, c'est que la stratégie la plus utilisée, c'est celle de s'occuper, se distraire, mais ça ne semble pas associé à la santé mentale florissante de façon significative. 100% des personnes qui ont utilisé la recherche d'aide comme stratégie ont une santé mentale florissante. Certains ont utilisé plusieurs stratégies différentes. Ce serait intéressant de comparer le lien entre la santé mentale florissante et l'utilisation de plusieurs stratégies. Puis l'étude a été faite lors du premier confinement. Donc, les réponses traduisent une certaine légèreté, je crois, que nous ne retrouverions pas aujourd'hui avec la même question. C'est ce qui revenait souvent, on l'a vu aussi dans ce que Georgia a présenté avec les autres questions ouvertes, c'est qu'il y avait la nouveauté, le fait de ralentir, le fait de pouvoir prendre un break tout à coup, qui était comme une bouffée d'air frais, on dirait, là, dans les réponses qu'on pouvait lire, en fait, là, qui étaient traduites, que je crois ben, qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui. Donc, je pense que je suis allée vite. Donc, si vous avez des questions, commentaires, j'ai mis des références aussi dans le PowerPoint là, par rapport au cadre théorique et tout ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci Karine pour ces résultats bien intéressants justement sur les stratégies d'adaptation. Donc, je veux juste oui, avant bien sûr. Dans les questions, c'est parce que tantôt, je me suis comme mêlée. En fait, la santé mentale optimale, et ça touche Karine aussi, en fait, c'est la santé mentale optimale, c'est la santé mentale florissante, et non optimale, c'est languissante et modérée mis ensemble. OK? Donc, je voulais juste préciser qu'est-ce qu'on voulait dire par optimal et non optimal. OK? Parfait. Merci pour cette précision. Alors, est-ce que quelqu'un aurait peut-être une question pour approfondir justement un concept ou ces données qui viennent de nous être reportées sur cette étude? Oui, donc Véronique. Bonjour. Merci beaucoup dans un premier temps pour cette belle présentation. Donc, des concepts nouveaux pour moi aussi, mais pas si nouveaux. Moi, ça met des mots sur ce qu'on observe, sur ce qu'on connaît, tout ça. Mais merci infiniment. Moi, je travaille avec plus des personnes plus vulnérables, donc les enfants, les familles plus vulnérables. J'offre des services aussi aux intervenants qui offrent des services à ces familles-là. Et j'avais une question, j'ai accroché Isabelle, qu'on se connaît d'ailleurs. J'ai accroché sur ton tableau promotion et prévention. Et quand tu as dit la prévention, je pense que c'est pour les personnes plus vulnérables, mais pas la promotion. Bref, j'aimerais qu'on démêle ça un peu.
je me demandais si, dans un premier temps, on pouvait faire de la promotion de la santé mentale positive auprès des populations vulnérables aussi. Si oui, comment? Et mon autre question, c'est est-ce qu'on considère que les intervenants qui travaillent avec des populations vulnérables dans des organisations, des secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie, là, comme je parle du secteur de la petite enfance, santé, services sociaux, tout ça, est-ce qu'eux aussi sont plus vulnérables? Parce que vous savez, tu sais, on voit beaucoup ça aussi, à prévention, justement, là, des problèmes de santé mentale, mais est-ce qu'on peut faire de la promotion aussi auprès de ces personnes? C'est une super bonne question. Puis allô Véronique, donc c'est un plaisir d'être croisée dans un contexte plus professionnel. Ta question est super pertinente. Puis je pense que ce qu'il faut distinguer ici, c'est les approches qui ont justifié les courants en santé publique. Donc, les courants en santé publique, puis Georgia, je vais te laisser compléter parce que je sais que tu as une super belle expertise dans tout ça aussi, puis Karine, n'hésite pas. Mais traditionnellement, en santé publique, quand on est en prévention, on vise vraiment une stratégie d'identification de groupes à risque ou de groupes vulnérables, principalement. La promotion appelle vraiment à des approches davantage populationnelles, globales, qui vont toucher les individus, mais beaucoup aussi les environnements, les systèmes, puis l'organisation de manière beaucoup plus générale de notre société. Ceci étant, ton commentaire est super pertinent, puis on est un peu dans un contexte où on veut agir en amont, on veut promouvoir quelque chose de positif, mais il y a des groupes qui sont justement davantage à risque, qui gagneraient probablement, tu sais, quand on pense aux tout petits notamment, tu sais, ils sont tout à fait des groupes potentiellement vulnérables et des cibles fort importantes et intéressantes pour la promotion de la santé mentale. Fait que je pense que c'est tout à fait pertinent et indiqué et même suggéré de faire de la promotion dans des groupes qui seraient davantage à risque éventuellement de développer des troubles mentaux ou simplement de jouir d'une faible santé mentale. Tu sais, on n'a pas besoin d'être à risque de troubles mentaux. Le simple fait d'être potentiellement exposé à des niveaux de santé mentale plus faibles, moins de ressources et tout, ça justifie l'intérêt d'identifier ces groupes-là pour promouvoir la santé mentale. Fait que je pense que c'est comme une façon différente de concevoir l'aspect populationnel et groupe à risque, mais ça ne veut pas dire, puis je pense que tu fais vraiment bien de le mentionner, qu'on peut tout à fait identifier des groupes qui pourraient bénéficier davantage, puis à un niveau peut-être plus économique, si je pourrais dire, même en promotion de la santé mentale, nos moyens, tant financiers et en ressources humaines étant limités, on va souvent essayer de cibler les groupes qui sont les plus à même de bénéficier de manière la plus importante de ce qu'on pourrait leur offrir. Donc, l'idée de réadopter une approche un petit peu plus groupe à risque. Fait que, Georgia, veux-tu compléter ça? Ben, en fait, oui, parce qu'en fait, on parle comme de deux choses similaires, mais pas par. C'est parce qu'il y a l'aspect santé publique, donc on parle de promotion, on parle au niveau populationnel. OK, donc c'est des grosses campagnes qui visent à des communautés, des groupes, etc. Mais à un niveau plus micro, on va dire, on peut travailler avec des gens qui ont qui sont vulnérables ou à risque ou qui ont même des troubles mentaux. Mais on peut travailler avec eux pour renforcer leur santé mentale positive à un niveau comme plus individuel, comme moi j'essaie de faire par exemple dans ma pratique clinique avec mes clients qui ont ces temps-ci, c'est anxiété. Donc, comment qu'on peut travailler avec, pour renforcer les ressources de la personne, pour renforcer la santé mentale positive. Donc, il y a l'aspect comme clinique, on va dire, et plus micro, puis l'aspect plus populationnel quand on parle de promotion de la santé mentale ou les campagnes de prévention, comme tu disais, Isabelle. Donc, tu sais, ce sont complémentaires, là, tu sais, je veux dire, on travaille, en fait, l'idéal, c'est de travailler à plusieurs niveaux, comme en même temps, tu sais. Donc, c'est sûr que les gens on ne peut pas dire, aux gens qui ont des troubles mentaux comme, tu sais, it's too late. Il faut avoir de l'espoir. Oui, c'est ça. Non, il faut. Puis c'est ça fait partie de. Mais comme tu l'as dit tantôt, il me semble, Isabelle, que c'est donner de l'espoir aussi aux gens qui sont hypothéqués, vulnérables, etc., ou déjà diagnostiqués. Donc,
c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. Puis, si je peux compléter, parce que Georgette, ça me fait penser à quelque chose. Moi, pour ma part, je travaille beaucoup en activité physique dans une perspective de promotion de la santé mentale. Puis je pense que le parallèle il est assez facile à faire. On sait que les interventions en activité physique peuvent promouvoir de manière très efficace la santé mentale. Moi, je m'intéresse surtout aux dimensions de sentiment d'appartenance, les liens sociaux, les interactions sociales, le soutien social. Chez les tout-petits, chez les femmes enceintes, chez les jeunes mamans, peu importe, qui peut se développer à travers l'activité physique. Puis on pourrait très bien penser, notamment si on pense aux tout-petits, quand les ressources ne sont pas présentes dans les milieux, par exemple, si on pense à l'école, que les ressources spécialisées ne sont pas disponibles, que les ratios sont difficiles, implanter des programmes de promotion de la santé mentale qui misent sur l'activité physique, qui nécessitent relativement peu de matériel, relativement peu d'infrastructures, relativement peu d'intervenants ou que les intervenants peuvent être super facilement formés, ce sont des stratégies qui pourraient permettre de cibler des groupes plus vulnérables. Fait que c'est un exemple qui est très, très appliqué, concret à ce que je fais. Mais il y a un intérêt du gouvernement, justement. On travaille en collaboration avec le ministère où on évalue tous les programmes et les interventions en promotion de la santé mentale dans les écoles. Puis, l'intérêt notamment pour l'activité physique puis d'autres types d'interventions qui pourraient cibler des environnements qui sont plus démunis ou plus peu favorisés en termes de ressources pour être une des stratégies intéressantes. Là, je ne veux pas dire du tout que c'est la seule, c'est juste que je baigne dans celle-là, fait que c'est pour ça que je vous donnais ça comme exemple. Mais Véronique, tu avais une autre question, il me semble, un autre pan à ta question, puis je ne sais pas si on y a répondu. Oui, ben, en général, oui, c'est ça. Donc, faire cette distinction-là entre promotion, prévention, les différentes stratégies aussi là, populationnelles, communautaires. Tu sais, tu avais montré là, ton beau modèle écosystémique aussi. Oui. Donc, ça peut être transversal. Donc, oui, ça répond bien à ma question. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, interventions Je pense que j'ai vu la main de Catherine Saint-Germain. Ah, je ne la vois pas, mais oui. Alors, Catherine, excusez-moi, je ne la voyais pas. Oui. Oui, bonjour. Je me demandais, je trouvais ça intéressant, l'étude de maîtrise, de venir dégager les stratégies qui ont été mises en place par la population, qui ont permis de passer au travers la COVID. Mais je me demandais, bon, là, ça, c'est des stratégies qui ont été mises en place par la population, mais je me demandais s'il y a d'autres stratégies auxquelles on ne pense pas nécessairement ou qui ne nous viennent pas d'emblée, individuellement, qui seraient à mettre de l'avant pour une santé mentale florissante. Est-ce que vous voulez que je réponde? Bien, je crois que oui. Moi, dans le cadre de mon étude, je suis allée chercher, avec les réponses des gens, c'est quoi les stratégies que les gens, eux, quand ils ont répondu à la question « Qu'est-ce que vous faites? » Je me suis basée sur leurs réponses pour dégager des catégories différentes. Donc, je me suis vraiment inspirée je me suis vraiment basée où j'ai utilisé ce qu'eux ont répondu comme stratégie. Mais c'est certain que ça représente une très petite partie de la population. Il y en a certainement d'autres stratégies que les gens ont utilisées ou qui seraient à mettre de l'avant pour promouvoir ou favoriser la santé mentale florissante. Les résultats, ce qu'on a vu, c'était principalement ce qui a été utilisé par les personnes qui ont répondu à l'étude. Donc, oui. Je voudrais juste rajouter que ce qui est intéressant, ce qui est ressorti, ce que la littérature dit par rapport aux stratégies d'adaptation, centrées sur le problème lorsque l'événement est incontrôlable, sont pas, et c'est pas bon, ça va augmenter l'anxiété des gens. Donc, ce que les gens utilisaient en majorité était centré sur l'émotion. Donc, je veux dire, c'était comme une bonne chose, on va dire, dans le sens que ça n'augmente pas l'anxiété. Mais l'aspect, c'est ça, de pas contrôlable, c'est très important quand on fait face à un événement sur lequel on n'a aucun contrôle. C'est cet aspect je veux dire, c'est
de travailler avec la personne ou le groupe ou peu importe sur ben, OK, fine, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, c'est le lâcher prise, puis sur quoi je peux, moi, avoir du contrôle dans ma vie, dans mon quotidien, les choix, comme les exemples que, bon, les gens qui suivaient les règles sanitaires, ça les rassurait et en même temps, ça donne un sentiment de contrôle parce que tu es en train de... ça, c'était à l'époque, là, je sais, mais maintenant, c'est peut-être différent, mais comme d'autres, il y a toutes sortes de stratégies que les gens peuvent utiliser selon la personne là, qui leur permettent d'avoir un certain contrôle, tout en pas en vivant dans le déni qu'ils ont le contrôle sur la pandémie, mais d'accepter que ça, ils n'ont pas de contrôle là-dessus, mais dans les choix qu'ils font dans leur vie quotidienne, avec leur famille, avec au travail, bien, ça, ils ont un certain contrôle. Donc, puis c'est fou, bien, je vous le dis, mais je veux dire, ça, c'est mon chapeau de clinicienne qui est sur ma tête parce que c'est vraiment, c'est très flagrant comme ce qui ressort beaucoup ces temps-ci, bien, depuis 2 ans, en fait, sur cet aspect de j'ai pas de contrôle, et anticiper le pire, donc comment en fait reprendre le contrôle sur sa vie durant une pandémie. T'sais. Puis, si je peux rajouter aussi au niveau des stratégies d'adaptation, ce qui est aussi intéressant, qui est ressorti de ce que vous avez dit, c'est que les stratégies, elles évoluent aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, c'est qu'on peut avoir une stratégie de fuite pendant un certain temps, puis à changer et utiliser une autre stratégie. Donc, il y a quand même beaucoup de répondants qui ont utilisé plusieurs stratégies. Et souvent, ce qui est nommé, c'est que lorsqu'on fait face à une personne qui va avoir tendance à utiliser une seule et unique stratégie face à toutes les situations, c'est peut-être de l'encourager à essayer d'autres stratégies. Donc, l'échange de groupe est intéressant pour se nourrir des ressources de chacun. Donc, ça, c'est vraiment, on remarque tout dans les groupes dans lesquels on intervient que le partage de nos stratégies est vraiment intéressant pour nourrir nos idées aussi. Des fois, on peut manquer d'idées. Et ça peut être aussi intéressant de changer de stratégie face aux situations différentes qu'on vit. Ça aussi, je trouve intéressant de nommer. Donc, on a Daniel. Est-ce que ça répondait, Catherine, à votre question? Oui, mais si jamais on a du temps un peu plus tard, dans le fond, c'est que j'aimerais savoir, au niveau santé publique, comment on fait concrètement pour promouvoir une santé mentale florissante. J'ai entendu parler d'activité physique, promouvoir l'activité physique. Qu'est-ce qui est recommandé, en fait, ce qui ressort là, de vos recherches? Mais vous pouvez y revenir plus tard. On passe à Daniel. Oui, bonjour. Alors, non, je ne suis pas Danielle Boucher. Mon nom est Sylvie Baudouin. J'ai juste pas eu la chance. J'essayais de voir comment le changer. Puis, étant donné que la conférence était commencée, je pense que je n'avais pas la possibilité. Mais bref, j'ai posé la question à Isabelle. J'aimerais poser la même question à Georgia et à Karine. Est-ce que vous faites des collaborations dans le cadre de vos travaux de recherche avec des patients partenaires? Bon, c'est une bonne question parce que, en fait, non, pas en ce moment, pas avec ce projet-là. Évidemment, c'est un projet plus enquête, mais moi, de mon côté, là, je compte faire un projet c'est sur la santé mentale, mais comme différent de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale. Puis, en fait, je vais dire, c'est moi le patient partenaire, mais c'est pas ça que... En fait, j'ai moi-même un trouble mental, donc j'ai un trouble bipolaire, donc j'ai quand même cette... on va dire, je vois des deux côtés comme de la chose. Puis c'est sûr que c'est le genre de recherche que je veux, sur laquelle je veux miser comme plus, étant donné que ça m'intéresse, puis c'est ma réalité aussi.
OK. Merci. Vous avez répondu en même temps à ma deuxième question qui était, est-ce qu'il y a une suite, dans le fond, à cette première étude-là? Parce que ce que j'entendais, puis c'est tout à fait normal aussi, vous allez être d'accord avec moi probablement, mais c'est que ça vieillit mal, ce genre d'études-là, dans le cadre de la COVID, parce qu'il faut vraiment se replacer dans le contexte très précis où est-ce qu'on était et aujourd'hui, vous referiez la même recherche, vous auriez complètement d'autres réponses, fort probablement. Oui, non, c'est sûr. C'est ça, on avait pensé comme faire une suite, mais ça, c'est vraiment c'est pas du tout, je veux dire, couler dans le béton parce que, bon, ça dépend de plusieurs facteurs, incluant financiers. Donc, mais c'est sûr que ce serait intéressant de voir aujourd'hui, en tout cas, je mets entre guillemets la fin de la pandémie, j'ose pas du tout, en tout cas, le dire trop à voix haute, là, mais parce qu'on est encore en pandémie, mais les choses, c'est certain que les choses seraient différentes, comme je dis, je l'entends aussi comme beaucoup, donc oui, ce serait très intéressant en effet. Mm-hmm. Oui. Oui, je vais juste me permettre d'ajouter si vous n'avez pas d'objection, parce qu'en fait, si vous me posez la question par chat, moi, j'ai beaucoup une programmation de recherche où je fais des enquêtes et j'ai un volet très interventionnel. Puis dans les projets d'intervention, je travaille énormément avec des patients partenaires. Puis pour moi, c'est comme arriver comme soit un coup de foudre ou quoi que ce soit. J'ai compris qu'on pouvait faire de la recherche complètement autrement et qu'on se nourrit mutuellement énormément, puis que les patients partenaires ne devraient pas arriver quand on a tout décidé puis qu'on vient juste valider nos documents, qui doivent être là dès le départ parce que les objectifs et même la raison d'être du projet peuvent venir de ça. Fait que ça, c'est la première chose. Mais je vais vous avouer qu'on n'est pas formés comme ça, les chercheurs, nécessairement. Moi, c'est vraiment arrivé par un concours de circonstances où je me suis enfargée dans quelque chose, puis maintenant, je m'en passerai juste plus parce que j'ai l'impression que je ne serais pas à même de développer des projets de recherche aussi pertinents. Puis les projets qui sont très enquêtes, ce que je me rends compte beaucoup, c'est que dans tout le volet transfert de connaissances, il y a une façon de présenter les résultats aussi. Puis dès qu'on sort du milieu de la recherche, les patients partenaires, même quand on parle à des cliniciens ou à des décideurs ou des gestionnaires, ils sont souvent meilleurs que nous pour traduire les résultats puis les présenter de manière adéquate. Fait que pour moi, c'est une révélation. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer même à mes projets peut-être plus enquête épidémiologique ou quoi que ce soit, où là, peut-être que l'implication se fait plus au niveau de la définition des objectifs puis dissémination des résultats, moins au niveau du développement d'intervention. Fait que ça, c'était la première chose. Puis par rapport à la suite, quand Émilie m'a présenté tout à l'heure, elle disait que je travaillais sur des projets avec des populations immunosupprimées et greffées. Puis je voulais juste faire le parallèle qu'on a fait un gros projet de recherche, comment ils vivaient la COVID, puis des choses comme ça. Mais finalement, on se rend compte que la COVID est un équivalent, OK, proportion toute garantie, toute gardée, mais est un équivalent d'un stressful life event, donc un événement de vie stressant majeur. La principale différence, c'est que là, il a été vécu par tout le monde en même temps. Mais beaucoup des gens greffés, immunosupprimés disent « enfin, les gens comprennent ce que nous, on vit post-greffe ». Donc, c'est vraiment notre projet de recherche qui était spécifique COVID, on est en train de le retourner un peu comme, mais voici ce qui s'est produit dans un contexte d'événements stressants de la vie partagé par l'ensemble de la population, mais c'est un autre des nombreux événements stressants de la vie majeurs. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre puis qu'il y a plein de choses qu'on a vécues dans le contexte de la COVID qui sont applicables. Donc, toutes les réactions qu'on va avoir, les impacts sur la santé mentale, les stratégies de coping, comment différents éléments peuvent avoir un impact positif. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre puis que ça ne se limite pas juste au contexte de la COVID. Il faut voir ça plus largement, comment ces apprentissages-là, dans un contexte de vraiment d'impact de vie stressant énorme sur une longue période de temps qui a bouleversé toutes nos vies, peut avoir un impact. Fait que je pense que la COVID, on va pouvoir la penser plus large puis appliquer ce qu'on a appris dans la COVID à d'autres contextes de vie. Donc, c'est juste ça que je voulais rajouter. Est-ce que je peux faire du pouce sur ce que tu viens de dire en réponse à... Bien sûr. En fait, c'est que si on, sur la ligne de temps, je dirais sur la théorie du stress, on serait, nous, notre étude est plus au niveau du choc, là, je dirais. Donc, si on pourrait l'interpréter comme ça, donc nos données pour n'importe quelle autre situation traumatique à la phase choc, bien, nos données pourraient se réinterpréter à ce niveau-là, au niveau des stratégies d'adaptation puis des autres réponses. Je pense que c'est les données qu'on recueille
ce qu'Isabelle nomme, ben, je pense que ça peut être réutilisé aussi dans d'autres contextes par rapport à justement une situation stressante. Donc, si on faisait une ligne de temps avec des données qu'on pourrait par rapport aux phases de stress, ben, je pense que c'est des données qui sont toujours intéressantes et qui sont pertinentes quand même si la situation a évolué. Si on l'applique à large, là, je dirais. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Oui, ben c'était comme, je veux dire, on en parle aussi comme un trauma collectif, là, tu sais, comme tu sais, le début, c'était vraiment un choc, tu sais, comme les gens étaient comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, la peur, beaucoup de peur, donc c'était pas la même chose que maintenant ou que, tu sais, l'événement... le stress, on s'y est habitué, entre guillemets. Puis eux-mêmes au point d'en être comme écœurés. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose que le début, le choc initial. Là, qui peut, comme Isabelle disait, ben, c'est sûr que c'était un événement de vie très, très stressant. Puis qui a affecté, comme je dis, tout le monde, versus juste un groupe spécifique. Hein? Donc, on a comme partagé cet aspect-là. Je ne sais pas si, Émilie, on peut prendre juste une minute pour répondre à la question de Catherine que je trouvais super intéressante. C'est ce que j'allais revenir aussi. Oui, tout à fait. Ça pourrait donner lieu à probablement un webinaire de 3 heures avec le plus grand des plaisirs. Mais peut-être que je reviendrai juste, puis vous pourrez aller revoir dans ma présentation. Le document est disponible. Le document de l'Agence de la santé publique du Canada qui présente le modèle un peu social-écologique avec les différentes couches, l'individu, la famille, la société et tout. Place des éléments qui sont des facteurs de protection, en fait, de la santé mentale, puis qui sont aussi des cibles d'intervention. Donc, quand vous posiez la question, comment on peut faire concrètement, la première chose, c'est de reconnaître qu'on peut agir à différents niveaux. Donc, on peut agir au niveau de l'individu, on peut agir au niveau des familles, on peut agir au niveau des communautés, puis on peut agir au niveau beaucoup plus macro de nos sociétés. Et ça passe par des politiques publiques qui sont davantage favorables, par exemple, qui réduisent les inégalités sociales de santé et de revenus. Ça passe à travers la création d'environnements favorables. Donc, la création d'environnements favorables, c'est par exemple des quartiers, des écoles, des communautés qui soutiennent la santé mentale positive, qui s'attaquent par exemple à la discrimination ou à la stigmatisation ou à l'intimidation à l'école, mais ça passe aussi par des infrastructures, notamment en lien avec l'activité physique, par exemple, où on peut jouer, où on a des espaces verts, où nos écoles sont appropriées et adaptées pour ces choses-là. Ça passe aussi dans les familles sur toute la question du renforcement des liens sociaux, la création d'opportunités pour développer des liens. Moi, je donne souvent l'exemple des ruelles vertes, par exemple, les ruelles vertes ou le concept de WooNerve, qui sont vraiment de redonner dans des communautés des portions de quartiers en les verdissant, en installant des bancs et des parcs. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour la santé physique, ce sont des lieux de rencontre. On le fait beaucoup, notamment dans Saint-Henri à Montréal, on le fait, des quartiers très peu favorisés où les gens n'ont pas de cours et c'est devenu des lieux d'échange qui réduisent la criminalité, qui réduisent l'inquiétude dans les quartiers, qui favorisent le soutien social entre les voisins dans des contextes de pandémie où on peut s'entraider, se garder les enfants ou quoi que ce soit. Ce sont des indicateurs ou des stratégies au niveau de la communauté ou qui peuvent avoir un impact. Puis évidemment, bien, au niveau individuel, il y a toutes les interventions ou les programmes plus individuels chez les tout petits notamment, où on vise à renforcer l'estime de soi, le contrôle de soi, donner des stratégies, des moyens, résolution de conflits. Et même chez les personnes plus âgées, là où on peut intervenir de manière plus spécifique pour créer des environnements qui soient favorables à une bonne santé mentale. Donc, je vous renverrai, là, vous allez voir dans mon PowerPoint, il y a une diapo où on présente l'image. Il y a un document de l'Agence de la santé publique du Canada qui le présente, puis je trouve qu'il est bien illustré, puis on voit vraiment les différentes sphères sur lesquelles on peut intervenir. Et je ne sais pas si Georgia ou Karine voulaient rajouter quelque chose. C'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire à ça, parce que je trouvais la question vraiment très pertinente. Ben, je trouve que les exemples que tu as donnés sont vraiment bons. C'est ça, c'est ça comme travailler au niveau comme populationnel. Tu sais, je veux dire, c'est comme quand même des initiatives comme
qui implique, c'est pas individuel, là, je veux dire, l'exemple des ruelles vertes, ça, c'est une façon, c'est ça justement, c'est comme le quartier où les gens qui habitent de bord, qui se mettent ensemble pour, et la ville a un rôle là-dedans, c'est ça, c'est comme tout ce qui touche la promotion, c'est on va dire, intersectoriel, là, c'est pas santé. Il faut que le municipal soit impliqué, il faut que y ait différents, le scolaire soit impliqué. Donc, c'est vraiment comme un travail de collaboration. Puis, donc, c'est ça, cet exemple-là de Ruelle verte, c'est un excellent exemple pour justement dans les milieux urbains où comme les gens n'ont pas beaucoup de place, pas beaucoup de parcs ou tout ça, d'espace à eux. C'est un exemple parfait pour... En travaillant sur ces choses-là, c'est ça qu'on va promouvoir la santé mentale positive. Puis éduquer, informer, donc déjà, informer les gens sur justement ce qu'est la santé mentale et ce qu'elle n'est pas. On a vu qu'il y avait aussi une fausse idée de la santé mentale, ça, c'est la base de la promotion. C'est justement d'avoir les bases, de comprendre ce qu'est la santé mentale pour pouvoir développé après ses propres ressources pour mettre en place ses propres stratégies. Souvent, les personnes ont plus de ressources des fois qu'elles ne pensent avoir et des fois juste pouvoir les aider ou les faire explorer ce qu'elles font déjà. Ça peut être aussi un bon moyen en promotion de la santé mentale. Et il y a certaines stratégies qui sont aussi quand même, qui sont souvent plus mis de l'avant. C'est vrai qu'on l'a vu, le lien social, qu'il y avait 100% des gens qui avaient un lien social riche ou qui avaient été rechercher de l'aide. En tout cas, dans l'étude, disaient avoir une santé mentale optimale. Donc, on sait que l'importance du lien social dans la santé mentale est très, très mis de l'avant. L'importance aussi des saines habitudes de vie qui est très largement mis de l'avant. L'acceptation, l'expression et la lecture de ses émotions aussi. Accepter d'aller bien et accepter d'aller moins bien et être capable de le nommer, être capable de le recevoir. Donc, il y a quand même différentes stratégies qui sont beaucoup élaborées dans les différentes campagnes aussi. Mais je pense que l'éducation et l'information sont primordiales, justement. J'ajouterais aussi la diversité des services, comme je pense que l'importance communautaire là, est vraiment importante dans ce contexte-là, parce que je pense que nos services devraient s'adapter à la diversité des gens et aux besoins de la population plutôt que l'inverse. Donc, je pense que c'est favorable à une meilleure santé mentale aussi, une santé mentale positive également. Puis, on a vu un commentaire d'une personne lors de son inscription et qui disait que justement, la pandémie, si on peut lui mettre à côté un aspect positif, c'est justement d'avoir mis la lumière sur la santé mentale de façon quand même beaucoup plus forte et soutenue. Il y a une prise de conscience les 2 dernières années qui est quand même non négligeable sur l'importance de la santé mentale, la prise de conscience qu'il faut en prendre soin et qu'on peut intervenir sur elle autant que sa santé physique. Il y a quand même eu, je pense, pour les 2 dernières années, nous, par exemple, on le voit à la CSM, directement par rapport aux services et aux gens qu'on reçoit. Donc, de cette prise de conscience-là de la santé mentale qui est une belle avancée dans le niveau collectif et sur ces principes et ce concept de promotion. Donc, on serait encore 2 minutes s'il y aurait une dernière intervention. Sinon, on conclurait cette présentation. Donc, je ne vois pas de main levée ni de questions dans le chat. Donc, ça mettrait fin à cette présentation. Donc, merci beaucoup Isabelle, Georgia et Karine d'être venue nous éclairer sur la santé mentale positive et de présenter les résultats de votre étude. Merci à tous de votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire à la CSM. Donc, excellente
journée à tout le monde. Merci, bye. Merci encore, Émilie. Merci, Émilie. Bye bye. Avec plaisir. Passe une belle journée. journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye.